TCF, la chaîne de l'unité nationale. Bonsoir Centrafrique, bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre édition spéciale sur les antennes de Foyo Média, mais également sur la télévision centrafricaine, la télévision nationale, avec ce très beau slogan, la chaîne de l'unité nationale. Vous nous recevez également sur la radio nationale, sur toute l'étendue du territoire. Ce soir, nous revenons sur la question du projet de la réécriture de la Constitution en République centrafricaine. Sous l'angle du rejet de la main tendue par le gouvernement, et bien cette main tendue a été rejetée par le BRDC, entendu par là le Bloc des Républicains pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016. Comprenez-vous cette attitude? De toutes les façons, la question sera posée à nos invités sur le plateau, mais également à vous, téléspectateurs, pour donner votre opinion. Et bien sûr, un autre sujet s'en suivra. Un autre sujet, comme nous l'annoncions encore hier, on reviendra avec cette lecture panafricaniste, cette fois-ci de la coopération entre la République centrafricaine, mais aussi la communauté, on aime le dire, dite internationale. Quel bilan peut-on en faire? On parle d'économie, on parle de sécurité, on parle de développement dans ce pays de l'Afrique centrale. Un pays, on le sait, riche, mais on sait également un pays enclin à la guerre, un pays enclin en tout cas à plusieurs maux. Comment comprendre cela alors qu'il coopère justement avec plusieurs unités internationales? On reviendra donc pour faire un bilan également dans le cadre de cette édition. Voilà, merci de faire confiance à cette différente plateforme de télévision et radio sur lesquelles nous émettons afin de mieux informer, conscientiser et pourquoi pas permettre à ce pays, la République centrafricaine, pays situé au cœur de l'Afrique, de finalement, ou plutôt enfin, trouver sa bonne marche. Et pour le faire, nous sommes accompagnés de plusieurs invités et pas des moindres. Ils maîtrisent leur science, ils savent où il faut aller et ils savent comment le faire, c'est que nous. Tout à fait, on va rapidement commencer donc par les présenter. Nous avons le doyen Dembélé Mathurin, vous êtes conseiller spécial à l'Assemblée nationale. Bonjour une fois de plus, merci d'être là. Bonjour, et puis je suis très heureux de vous rencontrer de nouveau. Merci. Après ce que nous avons dit la première édition. Le lundi dernier. Oui. Et depuis lors, des choses ont changé Non, on ne dort plus parce que nous vous suivons pratiquement toute la nuit et puis on est très attaché à la télé et à la radio Centrafrique maintenant. Oui. Et c'est peut-être une occasion pour que la télévision et la radio nationale centrafricaine soient suivies massivement par les Centrafricains et qui sont désormais attachés à leur radio et à leur télévision. Et qu'il y a des retours, comment est-ce que, pour vous qui êtes très proche de la population, comment est-ce que cette population perçoit quand même l'idée de cette joint venture, si je puis le dire ainsi, médiatique, afin de passer le message? Vous savez, ce qui est regrettable, c'est que l'opposition n'ait pas accepté de venir discuter avec, sur le plateau ici, de venir exprimer leurs idées et leurs points de vue sur les deux grands projets du gouvernement en ce moment, notamment l'écriture de la nouvelle constitution et la crypto-monnaie. La population aurait voulu les écouter pour faire le discernement entre ce que la majorité dit et pour à la fin prendre une décision à mon avis juste. Mais c'est très regrettable que nos compatriotes de l'opposition n'aient pas répondu favorablement à votre invitation. Et c'est tout simplement regrettable. Et puis je n'aimerais pas que demain qu'ils viennent encore chanter une autre chanson que vous avez été du côté du pouvoir et pourtant vous avez appelé tout le monde. Vous avez invité
tout le monde. Et c'est eux qui ont refusé. Il faudrait qu'ils aient l'amabilité et le courage de le reconnaître. Très bien. Merci, doyen Dembélé. Alors, on poursuit avec la présentation. Nous avons également M. Ndui. J'espère que j'ai bien prononcé. Vous êtes constitutionnaliste. Merci à vous, cher monsieur, d'être là. Merci. Je vous remercie également. C'est la première fois que je participe à l'émission. Oui. Et donc, c'est que j'ai accepté de venir parce qu'il y a une problématique qui m'interpelle particulièrement en tant que constitutionnaliste. Constitutionnaliste, tout à fait. Et donc, moi-même, j'avais organisé déjà ce débat au niveau de l'université pour apporter des clarifications en tant qu'enseignant, parce que je garde un très bon souvenir de l'un de mes enseignants à l'université de Nice, Sophie Antipolis, qui disait que le rôle de l'enseignant c'est de rendre intelligible ce qui ne l'est pas. Donc il y a des acteurs politiques qui s'entre-déchirent autour d'une problématique et donc si l'université ne se prononce pas, je pense que ce serait un peu regrettable, très dommage. Et donc, dans le milieu universitaire, comment est-ce que cela est accueilli justement, l'idée de réécrire une constitution? Lors du débat, chacun a pu s'exprimer. Voilà. Il y en a qui sont pour l'agriculture, il y en a qui sont contre. Donc, naturellement, ceux qui sont contre ne sont pas venus. Parce que vous voyez même ce que le conseiller Dembélé a rappelé tout à l'heure. Nos compatriotes de l'opposition démocratique ont confondu un débat académique avec un débat entre politiques. De grands débats politiques. Donc on leur avait offert une fenêtre d'opportunité lors de tout débat académique. Chacun a la liberté d'expression. De dire ce que vous voyez, des conflits politiciens, on transpose ça encore au niveau de l'université, alors que nous sommes caractérisés par l'objectivité, par la science. Donc on est au-dessus de la mêlée, on n'est ni pour ni contre, mais face à un problème qui se pose, donc la lumière doit arriver du côté de l'université, parce que l'université, on a toutes les sommités dans les différents domaines de connaissances. Voilà, donc c'est à ce titre-là que j'ai accepté de venir, et puis aussi longtemps que faire se peut, l'université sera toujours là pour apporter un certain nombre de clarifications sur les problèmes de l'heure. Merci à vous, Monsieur Yabela. Merci beaucoup d'avoir accepté en tout cas cette invitation. Président Mbandakani, vous êtes également encore ce soir avec nous. D'ailleurs, de toutes les façons, vous n'avez pas le choix. Vous êtes là. Bonsoir, Bonsoir. Le panafricanisme s'assume. Il s'assume dans des contextes comme ceci, qui sont des contextes authentiquement panafricanistes. Tout à fait. Il faut rappeler que le panafricanisme, c'est essentiellement la prise en charge de la destinée de l'homme noir dans le monde, l'histoire du noir, dans son rapport avec les autres civilisations, les autres peuples, pour finalement investir le destin du genre humain. Donc, à partir de ce point de vue, nous sommes centrafricains. Tout à fait. Comme nous sommes ivoiriens, comme nous sommes camerounais. Nous sommes de tous les pays d'Afrique. On ne peut pas accepter qu'en Afrique, des colonisateurs, des colons aient confisqué nos pays et qu'en retour, les fils du continent ne peuvent pas s'occuper du destin de leur pays respectif. C'est quelque chose qu'on peut que trouver en Afrique. Bon, c'est l'histoire qui explique ça, c'est pas un problème. Mais on est là pour remplir notre devoir. Je salue mes illustres compatriotes centrafricains. Nous sommes très heureux de les accueillir. Je salue l'autre grand co-panéliste que tu vas présenter. Les techniciens, il faut toujours insister parce que au-delà du caractère historique de la coopération. Tu appelles ça joint venture? Joint venture. Ah bon? Un gros mot, mais qui veut simplement dire que deux rédactions de télévision se sont donné droit des affaires internationales. Tout à fait. Un média national de l'envergure de la télévision centrafricaine et un média privé consacré au panafricanisme se sont donné la main. Tout à fait. Pour porter des thèmes d'envergure, des thèmes majeurs qui pèsent sur la destinée d'un pays très important pour l'Afrique, le Centrafrique. Donc il faut saluer les techniciens de la télévision nationale qui ont fait un travail d'exception, qui nous ont réservé un accueil exceptionnel. On n'oubliera jamais ça. On espère un jour qu'ils viennent au Cameroun et ailleurs, n'est-ce pas, pour continuer ce travail. Nous les remercions et nous remercions les techniciens de Foyou aussi, qui dans cette coopération, n'est-ce pas, permet que cette émission soit diffusée, n'est-ce pas, conformément aux standards requis au niveau international. C'est une bonne chose. C'est ça le panafricanisme concret. Très bien. Merci, Président Mbandakani. Sike Doumbé, le dernier invité et pas des moindres. Et pas des moindres, bien sûr. Passion parfum. Alors, vous êtes également avec nous. Homme politique aussi du côté de Cameroun et grand panafricaniste, comme le président Mbandakani l'a d'ailleurs dit. Vous êtes également centrafricain. En tout cas, vous êtes africain. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau.
Bonsoir, la grande prêtresse du panafricanisme, princesse Sikandoumbé. C'est toujours un honneur de pouvoir partager des plateaux avec vous, surtout sur votre invitation. Qu'est-ce qu'on peut vous refuser au vu du sacrifice énorme que vous avez accepté de consentir pour l'évolution, surtout de notre continent. Et à côté de votre acolyte de toujours, le maestro, le gourou du micro, le grand Mohamed Bachir Ladan. C'est un régal d'être sur votre magistère pour pouvoir participer, nous aussi, à la construction. On apporte de petites pierres, à la construction de cet idéal qui est le nôtre et pour lequel beaucoup de centaines de milliers, n'est-ce pas, de héros, de martyrs anonymes ont donné leur vie pour qu'enfin l'Afrique puisse se construire. Je ne reviendrai pas sur les mots de mon frère et ami Mbandakani, qui a mangé tous mes biscuits, comme on dit, mais surtout mes deux aînés qui sont sur le plateau, à qui j'ai dit merci de vouloir nous accompagner. N'oublions pas que l'un de mes aînés est mon fils. Donc ça, c'est tout dit. Ah oui. Merci de nous accueillir sur ce plateau et merci pour le débat. Merci à vous, patient parfait d'homme. J'aurais bien voulu demander d'homme, il y en a ici en RCA? Non, pas vraiment. Surtout l'intégration. L'intégration panafricaine est passée par là. Donc quand vous avez quelqu'un qui a du sang aussi du peuple bassa comme moi, on va aller donc savoir. Donc. Très bien. Merci en tout cas. Merci à vous, messieurs. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec cette première partie du débat. Et elle est consacrée, comme je le disais, à la question constitutionnelle. Nous avons d'ailleurs la chance d'avoir sur ce plateau un constitutionnaliste de renom d'ailleurs. Et votre point de vue nous intéresse sur l'idée de la réécriture de la Constitution dans ce pays. Je vous remercie beaucoup. À la base, il faut comprendre que c'est un député qui a eu la présence d'esprit d'initier une proposition de révision constitutionnelle. Donc cette proposition, cette initiative a été accueillie diversement par les acteurs politiques. Certains étaient pour et d'autres contre. Alors, il faut comprendre que même si on remonte aux origines, sous la transition, cette constitution a été rédigée sous la transition dans un contexte assez difficile. J'étais déjà vice-doyen à l'université de Bangui, de la faculté de sciences juridiques et politiques. Et donc les autorités de l'époque avaient pris la peine de soumettre l'avant-projet de cette constitution à notre observation. Et donc il y a eu entre 2013 et 2016. 2013 et 2016. Et donc le recteur à l'époque avait mis en place un comité de rédaction et donc j'en étais le rapporteur. Donc je garde encore le rapport et donc la constitution en l'état tel que nous avait été présentée à l'université de Bangui, nous on a remonté plusieurs observations de forme et de fond. Mais malheureusement au niveau du CNT, nous n'avions que la force de proposition. On n'avait pas de force de décision. Donc au niveau de CNT à l'époque, qui était truffé de privatistes, donc ils ont décidé autre chose. Peut-être souhaiterez-vous que je rentre déjà dans le détail. Allez-y. Parmi les observations de forme, nous avons relevé ce qu'on appelle une retranscription de la déformation professionnelle dans la Constitution. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais je dis cela en regardant l'article 28. À l'article 28, on a créé des dispositions pour réprimer des individus. On retrouve des vocabulaires du droit pénal. Les auteurs ou co-auteurs de ceci, acteurs ceci, voyez, pour ceux qui ont fait du droit comme moi, ça ce sont des vocabulaires du droit pénal. Or la Constitution qui fixe les règles relatives à l'organisation de pouvoir public, à l'encadrement de phénomènes politiques et également à la protection des individus, n'a pas pour vocation de sanctionner les individus. C'est-à-dire que les auteurs sont interdits de toute fonction politique. Selon mon entendement, cette disposition aurait pu figurer dans le statut général de la fonction publique. Puisque je fais également le cours de la fonction publique. Donc un alinéa, emploi public, c'est le fonctionnaire ou agent de l'État. Donc cette disposition ne devait pas figurer dans la Constitution, on devait renvoyer cela, créer un alinéa parti.
particulier dans le statut général là, pour empêcher que ceux qui ont pris les armes, etc., n'accèdent à la fonction publique. Donc ça, c'est une incohérence de forme qu'on avait relevée à l'époque et dont on n'a pas tenu compte. Il y a également une incohérence de forme relative à la rédaction, même l'imprécision de la rédaction de certaines dispositions constitutionnelles, notamment l'article 152. De la même Constitution. L'article 152 de la Constitution en ce qui concerne l'initiative. D'accord. L'article dit « L'initiative appartient concurremment au président de la République et au Parlement. Je ne sais pas si vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence là? C'est-à-dire que l'initiative de la Constitution appartient à un acteur politique et à un bâtiment. Oui. Il y a une incohérence de style. Et je suis constitutionnaliste parce que j'ai regardé la même disposition dans la Constitution française de la Ve République. Là-bas, ils ont rédigé, pareil pour le Cameroun, pour le Sénégal et pour le Bénin également. Là-bas, ils ont dit l'initiative appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Est-ce qu'il n'y a pas une nuance? Oui. Donc là, tel que c'est rédigé, à interpréter strictement, même le député qui a initié cette révision n'a pas la compétence. Parce que normalement, c'est le bâtiment. Oui, vous avez été là-bas, le bâtiment du Parlement qui devait se déplacer et pour venir faire la révision. Donc, c'est une incohérence de forme. Et puis, il y a des erreurs monumentales également qui nous a coûté de problèmes, notamment en ce qui concerne la crypto-monnaie. Là, une erreur de saisie à l'article 80 en ce qui concerne les compétences de la Cour. On y a adjoint un mot règlement qui ne devait pas figurer. Alors qu'il s'agissait des règlements de Parlement et règlements des autres institutions. Donc l'opératrice de saisie a fait glisser le règlement et qui a octroyé à la Cour constitutionnelle la compétence de se prononcer sur des règlements. Donc ça, on a eu des précédents par rapport à cela. Il y a 2 années en arrière, le président de la République avait pris un décret créant la délégation générale des travaux et d'investissement stratégiques. Donc il y a un citoyen centrafricain responsable d'un parti politique qui a attaqué ce décret et la Cour constitutionnelle a donné raison en disant oui, le président, alors que le texte organique de la présidence de la République, j'ai vu l'article 10, autorise le président de la République à créer des pôles, des délégations. Et donc c'est au regard de cet article-là que le président de la République a créé cette délégation, comme ça se passe sur d'autres dossiers. Depuis Louis XIV, il y a toujours eu des grands travaux. Des économies sont beaucoup rédigées là-dessus, donc ce n'est pas une nouveauté. Et là, la Cour constitutionnelle s'est fondée sur cette erreur de saisie pour se prononcer sur ces règlements et à annuler purement et simplement la décision. Ça veut dire que la décision n'est pas légitime, n'est pas légale, il n'y a pas de fond, la décision de la Cour? Mais la décision, il n'y a pas de forme légale. Peut-être on y reviendra. Même c'est un individu qui saisit la Cour alors que, vous voyez l'article 82. On peut lire ça ensemble. Allez-y. Voilà. L'article 98, dit ceci. La Cour, toute personne, je vous lis. Allez-y. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois. Ok. Moi, je ne comprends pas français. Toute personne peut saisir la Cour sur la constitutionnalité de loi. Le pouvoir constituant originaire pour donner la compétence à la Cour constitutionnelle aurait pu dire toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois et des règlements. Voyez-vous? Pour ça, ce n'est pas mentionné. Donc, en la forme, déjà, il y a un problème. C'est en contradiction même avec la jurisprudence Marbury contre Madison aux États-Unis. Lorsque Marbury avait saisi pour un acte qui faisait grief, il a saisi la Cour suprême. La Cour suprême a déclaré, en disant non, mais c'est à l'occasion d'une affaire. Et puis là, si on poursuit, on dit soit par la procédure d'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire la concernant. Il n'y a même pas une affaire concernant, par exemple, M. Bendunga. Il n'y a aucune affaire concernant M. Bendunga devant une juridiction. Et ce monsieur a saisi directement la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, en contradiction avec la jurisprudence Marbury contre Madison. Était-ce à des fins qu'on a
qu'on n'a pas mentionné règlement dans la rédaction de cet article, ou alors c'est par omission? Non, c'est par omission, puisque la procédure qui devait permettre à tout citoyen, parce que c'est dit ici, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle uniquement sur la constitutionnalité des lois, parce que la Cour constitutionnelle vérifie la régularité d'un texte législatif par rapport à si la loi est conforme à la Constitution, pas le règlement. Tout ce qui est règlement relève des attributions du Conseil d'État. Il y a déjà une loi qui confère ces attributions-là au Conseil d'État en République centrafricaine, tout comme sur d'autres cieux, on a une juridiction de l'ordre administratif avec au sommet le Conseil d'État qui se prononce sur même les décrets du chef de l'État, c'est le Conseil d'État. Donc normalement, la Cour constitutionnelle devait renvoyer purement et simplement ce texte. Se déclarer incompétente. Se déclarer incompétente et renvoyer ça, puisqu'il y a déjà une loi qui prévoit que c'est le Conseil d'État qui doit se prononcer. Des cas comme ceux-là, il y en a plusieurs dans cette constitution. D'incohérence. Oui, il y a quoi d'incohérence? Là, j'ai dit des incohérences de forme. Oui, des incohérences de forme. Des incohérences de fond. Est-ce que cela signifie, est-ce qu'on peut conclure après cela que finalement c'était une constitution rédigée à la hâte? C'est rédigé à la hâte, et puis bon, on n'a pas examiné, et puis on n'a pas donné compte de nous, observateurs. Et surtout, quand moi j'étais là, je vous ai dit que j'étais rapporteur. Et donc c'est moi, j'avais su, j'aurais pu vous amener ce rapport. C'est le constancier qu'on avait signé par le doyen. Le doyen, c'est l'ancien doyen de la faculté, Augustin Koungato, qui est professeur. Il a signé. Et donc, ce n'est pas seulement, il n'y avait pas seulement que les professeurs de droit. Il y avait le professeur de fac de lettres, professeur d'Anzy, le fac des sciences, etc. Et on s'était réunis. Et moi, on a dit, alors vous êtes constitutionnel, vous allez être rapporteur. J'ai rédigé, et il devait, et puis on a transmis ça par la voie de droit au gouvernement et aux parlementaires de transition. Et malheureusement, voyez-vous, tout ce qu'on a relevé, on n'en a pas tenu compte. Alors, par rapport, par exemple, à incohérence de fond, en ce qui concerne la composition de la Cour constitutionnelle. Bon, il y en a qui disent, ah non, il ne faut pas réviser la Constitution, etc. Parce que, bon, ils font une fixation sur le problème du mandat du chef de l'État. Voilà, parce que c'est vrai, c'est l'erreur que peut-être le député a commise, de dire, bon, il faut bousculer, qu'il n'y ait plus de limitation de mandat, etc. On y reviendra peut-être si il faut approfondir la question là-dessus. Alors, ça, c'est vrai. Bon, l'opposition fait une fixation en omettant, en refusant de regarder certaines réalités. Ouais, si on lit l'article 98, si on va de l'autre côté, en ce qui concerne la composition de la Cour constitutionnelle. J'ai là un document que je présente même aux téléspectateurs qui indique à quel moment la Cour constitutionnelle arrive à échéance, c'est-à-dire d'ici 2014, 2024, 2017 à 2024. Voilà, c'est-à-dire 2017 à 2024, la Cour constitutionnelle, le mandat arrive à échéance. Et donc, pour renouveler la Cour constitutionnelle à partir de 2024, et puis la procédure commencera à partir de 2023. C'est-à-dire l'année prochaine. C'est-à-dire à partir de l'année prochaine, le ministre est chargé du secrétaire général du gouvernement va contacter les différentes entités pour enclencher le procès. Et donc, l'article dit, les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit. 2 magistrats, dont une femme. 2 avocats, dont une femme. 2 enseignants-chercheurs de droit, dont une femme élue par leur père. À l'époque, j'étais vice-doyen, c'est moi qui avais organisé les élections pour la désignation de l'actuelle présidente de la Cour constitutionnelle, et M. Waboui. Je ne remplissais pas les critères à l'époque. Moi, j'étais rentré, les critères, il faut 10 années d'expérience. Donc, j'étais rentré en 2011, et puis en 2011-2013, je ne remplissais pas les critères, et donc j'avais organisé. Et maintenant, à partir de l'année prochaine, comment on va faire? Puisque là, il y a déjà le critère de l'expérience de 10 ans, et il se trouve que le comète ou bien les autres, tous ceux qui sont à l'extérieur, ne connaissent pas la réalité de la faculté de sciences juridiques et politiques de l'Université de Bangui. Depuis que cette faculté a été créée, en 1969, elle n'a qu'une seule professeure, qu'une seule femme, qui est Madame Danielle Dallan, l'actuelle présidente de la Cour constitutionnelle. Voyez-vous? Et donc, la plus jeune qu'on a recrutée, Madame Moga, qui a été promue hier, on l'a nommée chef de département de droit public hier, Mademoiselle Moga. On l'a recrutée, voilà, il faut la féliciter. Elle a été recrutée en 2002, là récemment, il y a 2 ans. Donc vous voyez, d'ici 2023, l'année prochaine, elle n'aura pas encore totalisé ce critère d'expérience. Donc c'est pour cela, je l'ai relevé en disant les constitutions originales ont consacré aveuglement le principe de parité et d'expérience professionnelle. Et donc quand on applique au cas, depuis 1960, plus de 30 ans, on n'a qu'une seule femme, c'est Mme Danielle Dallan. Et puis elle va faire, puisque c'est un mandat non renouvelable. C'est un seul mandat de 7 ans non renouvelable, donc ça veut dire qu'elle ne va plus se présenter. Donc on sera
Alors, face à ce problème constitutionnel, comment on doit faire? Si, voilà, c'est vrai qu'il y aura. C'est vrai que le transsexualisme, ça existe. Mais peut-être pas en Afrique. Il faut un certain temps. Oui. Okay. Donc, il y a des incohérences comme ça qu'on a relevées dans la Conseil qui militent en faveur de la révision de cette Constitution. Cette année même. Cette année, on doit réviser pour nous. À la faculté, si on est quand même des enseignants de droit, on ne va pas violer. Voilà, le problème s'est posé pour les partis politiques. Oui. On a dit parité. Bon, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'au niveau pendant les législatives, il n'y avait pas égalité. Bon, les partis politiques étaient obligés de consulter naturellement la Cour constitutionnelle qui leur a dit ok, bon, comme il n'y a pas de sexe faible, bon, le sexe fort, vous allez aux élections. Entre guillemets. Entre guillemets. D'accord. Yabela, alors, Monsieur Dembélé, je viens vers vous justement. Monsieur Yabela a relevé plusieurs griefs, fond comme sur la forme, qui, selon lui, en tant que constitutionnaliste, pourrait donc justifier ce projet de réécriture de la Constitution. Mais il a également relevé un autre point, et ça nous amène d'ailleurs à aborder justement la question du refus de la participation d'un parti comme le BRDC, le bloc, voilà, qui s'attarde sur le nombre de mandats présidentiels du président Touadéra. Alors, on a l'impression justement que les partis aujourd'hui d'opposition, les hommes politiques refusent de regarder je vais dire entre guillemets, peut-être les véritables problèmes et s'attardent peut-être sur ce qui pourrait être considéré pour certains, je le précise, comme secondaire. Merci madame. Moi je veux surtout parler en tant que politique. Oui, tout à fait. Et aucun président sérieux ou aucun homme politique sérieux n'accepterait de travailler sous l'empire de cette Constitution. Il y a beaucoup de dispositions qui empêchent vraiment le gouvernement, le président de la République, chef de l'État, de travailler convenablement. Je vous donne par exemple l'exemple de l'article 60. L'article 60 dit que avant tout contrat minier et toute convention financière, il faut saisir l'Assemblée nationale. Que l'Assemblée nationale donne préalablement son accord avant que le gouvernement ne signe un contrat ou une convention quelconque, un contrat minier ou une convention financière. Mais vous voyez, un investisseur sérieux n'aimerait pas que les termes du contrat avec le pays, avec le gouvernement, soient divulgués sur la place publique. Et ça fait que cette constitution empêche au gouvernement de rencontrer des bailleurs, des financiers dans ce domaine-là. Et vous savez pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'à l'époque, c'est la colère de la transition Sundotoja, où il y avait d'un côté M. Tchangaï et de l'autre M. Ndotoja. Et d'ailleurs, le maître Mboli Gouba l'a raconté longuement dans son livre République centrafricaine et les récifs. Et donc, ils ont traîné la dissension qu'il y avait, le dysfonctionnement qu'il y avait entre eux, ils ont amené ça dans la Constitution actuelle. Et il y a une autre disposition, par exemple, qui lie le gouvernement. Si vous voyez les domaines législatifs, les domaines réservés à la loi, empêchent, réduisent considérablement les domaines relevant du règlement. Et ça veut dire que le gouvernement ne peut rien faire sans l'accord préalable de l'Assemblée nationale. Tout est du domaine de la loi. Alors que sous d'autres cieux, c'est le contraire. Vous voyez, il y a un autre exemple. L'article 156, c'est une confusion totale. L'article 156 dit que, en attendant la mise en place du Sénat, l'Assemblée nationale exerce la totalité du pouvoir législatif. Aujourd'hui, cette disposition donne lieu à plusieurs interprétations selon là où on se trouve. Si on est du côté du pouvoir comme moi, eh bien je vais dire que l'Assemblée nationale a droit
de voter, par exemple, une proposition ou un projet de loi constitutionnelle. Mais quand on est de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'opposition, on dit non, en l'absence du Sénat, l'absence de l'Assemblée nationale ne peut rien faire parce que ce pouvoir relève du Congrès. Et puisque le Sénat n'existe pas, il n'y a pas de Congrès, donc aucune modification de la Constitution ne peut survenir. Oui. Et un autre article, l'article 155, c'est des injonctions. On dit que les institutions prévues dans la présente Constitution doivent être mises en place dans un an sous peine de forfaiture, sous peine de trahison pour le président de la République. Donc, mais vous savez pourquoi? C'est parce que ces gens-là, chacun avait déjà choisi sa place. Il y en a qui voulaient être président du Conseil économique et social, d'autres président du Sénat, certains encore président de la haute autorité de la bonne gouvernance. Et puisqu'ils ont raté d'être président de l'une ou l'autre institution, eh bien, ils pensent que c'est le chef de l'État qui a fait qu'ils ne soient pas élus ou nommés à la tête de ces institutions-là. Un autre problème, c'est que cette institution a rempli le pays de plusieurs institutions dont les compétences s'entrechoquent avec certains organes. Je prends l'exemple simple de la haute autorité de la bonne gouvernance. Dans notre pays, nous avons l'inspection générale d'État, qui est un organe de contrôle. Oui. Nous avons l'inspection générale des finances, qui est un organe de contrôle. Dans chaque ministère, il y a une inspection centrale. Et on nous amène à créer un autre organe de contrôle et qui va aller travailler, qui va aller travailler par exemple dans un ministère pour contrôler un ministère, alors que dans ce ministère-là, il y a une inspection centrale. On nous amène le Sénat, alors que notre pays est confronté à des problèmes financiers très sérieux. Oui, toutes ces institutions-là fonctionnent mal et ne peuvent pas bien fonctionner parce que la RCA manque de moyens. Moi, je sais que nos amis de l'opposition, ils savent très bien que la démarche que nous menons en ce moment, la démarche qui veut aboutir à l'écriture d'une nouvelle constitution est une démarche salvatrice pour la République centrafricaine. Cette constitution a été écrite tout simplement pour ne pas que la République centrafricaine progresse. Oui, dans cette constitution, nulle part il est affirmé la souveraineté de l'État centrafricain sur ses ressources. Nulle part. Je vais donner l'exemple de l'article 60. Eh bien, lorsque cet article a été rédigé et que la Constitution a été adoptée par le peuple, mais le président de l'Assemblée nationale de l'époque a saisi unilatéralement la Cour constitutionnelle, lui demandant l'interprétation des dispositions de cet article-là, parce que la Constitution ne prévoit pas quelle est la démarche. Est-ce que c'est une démarche législative? Oui. Est-ce que lorsque la demande du gouvernement arrive, elle doit suivre une procédure législative, c'est-à-dire déclaration de la recevabilité, envoi à une commission compétente pour étude, soumise à un rapport général présenté à la plénière, à l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale. Mais la Cour constitutionnelle a dit non, c'est tout simplement, et ça doit s'arrêter au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et je pense que vous pouvez imaginer les conséquences d'une telle décision. Parce qu'à l'Assemblée nationale, les décisions sont prises par vote. Toutes les décisions à l'Assemblée nationale, c'est par voie de vote. Oui. Et c'est en assemblée plénière. Voilà. Et donc, comme je vous disais, moi je dis que
quelqu'un qui est sérieux, élu président de la République centrafricaine, ne peut pas accepter de travailler sous l'empire de cette constitution qui ne lui permet pas de prendre des décisions, qui ne lui permet pas d'œuvrer, par exemple, pour le bien-être du peuple centrafricain. Alors, à mon avis... Gandhi Mbele, si j'étais de l'opposition, je vous aurais dit que c'est sur cette même constitution que le président Faustin Archange Touadéra a prêté serment. Mais vous voulez qu'il prête serment sur quelle constitution? C'est la constitution qui existe, et la constitution elle-même dit qu'il doit prêter serment sur la constitution. Et la seule constitution que nous avons, c'est celle-là. Et ils posent même d'autres questions. Ils disent pourquoi avoir attendu le second mandat. Mais c'est parce qu'il y avait des priorités. Vous faites bien de parler de priorité, pardonnez-moi, parce que justement au niveau de l'opposition, on estime que ce n'est pas encore une priorité, qu'il y a d'autres chantiers, peut-être développement infrastructurel, électricité, santé. Ils avancent en tout cas d'autres arguments et estiment que cela n'est pas une priorité pour la Centrafrique. D'accord, mais quand le président Touadéra est arrivé en 2016, je l'ai dit une fois, il n'y avait pas d'armée. Oui. Il fallait mettre l'armée en place. C'est ce qui a été fait. C'est un processus, un long processus, puisque l'armée nationale était en déconfiture totale. Donc il fallait reconstruire l'armée. C'est ce que le président a fait. Il n'y avait pas de sécurité. Les camions qui quittaient le Cameroun pour venir à Bangui étaient sécurisés, encadrés par des militaires. Aujourd'hui, les camions viennent et rentrent seuls. Les camions ne pouvaient pas arriver à Bambari. Il fallait sécuriser. Aujourd'hui, les camions peuvent aller à Bambari seuls et revenir en seuls. sécurité. À Bangui, on ne pouvait pas tenir de réunion. Vous savez, il y avait couvre-feu de 18h à 5h du matin à l'époque. Aujourd'hui, le couvre-feu est ramené à 24h. Moi, je ne sais même pas si ce couvre-feu existe encore. Mais aujourd'hui, les gens du kilomètre 5 n'arrivaient pas à Boérab. Et vice-versa. Donc, c'était des priorités. C'était des priorités de l'époque. Il fallait asseoir la sécurité, la paix, avant de penser à autre chose. Deuxièmement, l'économie nationale était en déconfiture totale. Il fallait assurer le paiement régulier des salaires et des pensions. Chez nous, le fonctionnaire est celui-là qui achète. Parce qu'il n'y a pas de société, il n'y a pas beaucoup de sociétés. Les quelques sociétés, c'est les sociétés des Libanais. Vous voyez, donc il faut assurer le paiement régulier des salaires pour que la ménagère qui vend ses légumes au marché soit en mesure de rentrer à la maison avec quelque chose dans sa bourse. Et donc il y avait beaucoup de priorités, il y avait plus d'examens dans le pays. L'école n'existait pratiquement plus. Donc il fallait ramener les enfants à l'école. Il fallait ramener les enfants sur le chemin de l'école. En tout cas, il y avait beaucoup de priorités, c'est ce que nous retenons, d'où le fait d'avoir reporté cette révision constitutionnelle au second mandat. Yabela, il y a aussi des de la Constitution qui est à ce moment-là brandi par les partisans du pouvoir, estimant que ça limite le champ d'action du président de la République. Je parle de l'article 49, peut-être que je vais lire à nos téléspectateurs, à l'exception de ceux relevant des domaines réservés du chef de l'État prévus aux articles 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 90, 91, 92 et 99. Les actes du président de la République sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. Et plus bas, on écrit « L'absence du contreseing entraîne la nullité de ces actes ». Quel est le regard du constitutionnaliste sur ça? Ça a toujours existé dans tout régime parlementaire, il y a toujours un contreseing qui existe. Voilà, c'est tout à fait normal. Est-ce que ça limite pas le pouvoir du chef de l'État? Dans la Constitution, il y a des pouvoirs qui sont propres au chef de l'État et des pouvoirs que engage le gouvernement. Vous savez que donc dans la Constitution, il est dit le chef de l'État est irresponsable dans l'exercice de ses fonctions. C'est du droit constitutionnel. C'est la caractéristique du régime parlementaire. Le responsable de la politique du chef de l'État, c'est le gouvernement. Et donc, lorsqu'il y a des actes, quand il veut nommer un Premier ministre,
il n'a pas besoin de contre-saint. Ça fait partie des pouvoirs propres du président de la République. Lorsque le président de la République doit nommer les membres de son cabinet, il n'a pas besoin de contre-saint. C'est une question de confiance. Il y a des gens qui l'ont accompagné, il sait qui il doit nommer comme conseiller à la présidence de la République. Ça relève de ses propres pouvoirs. Mais à côté, tous les constitutionnalistes le savent. Il y a des pouvoirs propres et des pouvoirs partagés. Ce sont ces pouvoirs partagés-là qui doivent faire l'objet de ce qu'on appelle le contre-saint. Et donc ça engage. Si ils contresignent, c'est eux qui seront responsables. Lorsqu'il y a la question du gouvernement, vous avez vu, chaque fois qu'on organise débat à l'Assemblée nationale, vous avez vu le président de la République se déplacer, aller là-bas. Dans tous les pays, c'est le Premier ministre, et donc ce qui engage leur responsabilité et qui vont justifier les actes qu'ils posent. Et donc là, le principe de contre-saint, c'est cela. Ça existe dans tous les régimes parlementaires. Donc ça ne limite pas, de mon point de vue, ça ne limite en rien. Il y a des pouvoirs propres du chef de l'État et des pouvoirs partagés. Juste, monsieur, permettez-moi, mais est-ce que, tout à fait, il y a des pouvoirs partagés, mais est-ce que, avec nos réalités, avec le contexte, est-ce qu'il n'y aurait pas, il ne devrait pas avoir des points, on va dire quoi, entre guillemets, je mets de souveraineté, des points qui ne nécessitent pas forcément qu'il y ait des contre-signatures, parce que ça relève peut-être de la sécurité, de la souveraineté d'un État. Mais non, moi je ne comprends pas le sens de la question. J'ai dit, il y a deux types de pouvoirs du chef de l'État. Il y a le pouvoir propre, qui n'ont pas besoin de contre-saint, et dans le cas de pouvoir partagé, c'est-à-dire avec les membres du gouvernement, ça nécessite opéralement un contre-saint. Donnons un exemple. Si un membre du gouvernement veut procéder à une nomination de membres de son cabinet, il y a le ministre qui signe, il y a le Premier ministre qui signe et il y a le président de la République qui signe. La contre-signature intervient en ce moment-là. Alors je prends un exemple. Alors ce n'est pas le chef de l'État, ça n'engage pas la responsabilité du chef de l'État. En tant que ce qu'il faut retenir, c'est que le président de la République est irresponsable dans l'exercice. Donc sa responsabilité est endossée par les membres du gouvernement. C'est ce que ça veut dire le sens de contre-saint. Ils doivent signer, ils endossent la responsabilité du chef de l'État. Le chef de l'État va aller devant l'Assemblée nationale pour se justifier. C'est le membre du gouvernement, dès qu'il y a problème, vous avez un problème de pénurie de pétrole, etc., on interroge le ministre des Mines. Ou bien c'est le Premier ministre. C'est sous le mandat du président quand même aussi. Donc c'est eux qui doivent aller répondre. C'est que ce n'est pas le chef de l'État. Le chef de l'État ne communique pas directement avec l'Assemblée nationale. Et dans le système, dans le cas du système parlementaire, où il y a la responsabilité du gouvernement devant le Parlement, c'est le gouvernement qui engage sa responsabilité. Lorsque le Premier ministre est nommé, il va présenter sa politique générale devant, il va demander l'aval des parlementaires. Ce n'est pas le président de la République. Et donc le problème de contre, c'est une fois que la politique est validée, il y a des lettres de mission qui sont accordées à tous les membres du gouvernement. Et voilà, par rapport à tel livre, vous devez faire ceci. Et puis après, vous devez être responsable. Ce n'est pas le chef de l'État. Ce chef de l'État, il fixe les grandes lignes, les grandes orientations de la politique d'une nation. Et ceux qui doivent mettre ça en exécution, ce sont les membres du gouvernement et qui doivent engager leurs responsabilités. Je prends cette phrase. Oui. L'absence du contre-saint entraîne la nullité de ces actes. Et je voudrais voir si on peut interpréter ça à l'inverse. Je prends un schéma, le ministre des Mines, que je salue, voilà. Que nous tous voilà. S'il y a aujourd'hui un contrat minier que le président de la République juge bien ficelé, important et qui pourrait apporter un plus à la nation, et que le ministre des Mines ne contresigne pas le document, est-ce que cela signifierait que le président de la République, du haut de sa souveraineté, ne pourrait pas décider que cela se fasse? Oui, mais ça relève de la compétence. Chacun, il y a la spécificité par chaque ministère. Chaque ministère porte la responsabilité. Il y a une mission d'intérêt général. Dans ce cas, je repose ma question. Non, je réponds à votre question. Oui. Est-ce que cela ne limite pas justement les pouvoirs du chef de l'État? Le chef de l'État, mais ça c'est un autre problème. C'est le problème qu'il a soulevé. C'est justement ça la question. Voilà. En matière, vous l'avez dit, on a parlé tout à l'heure de joint venture. Moi j'ai fait du droit international, il y a ce qu'on appelle le gentleman agreement. Gentleman agreement, on n'a pas forcément besoin d'aller chaque fois devant l'Assemblée nationale. Parce qu'en matière de droit des affaires, ça va très vite. On n'a pas besoin chaque fois de dire, bon, on va demander l'avis de l'Assemblée nationale de se prononcer en matière de... Ça veut dire que ça annule le pouvoir du chef de l'État en matière de gentleman agreement. Ça veut dire que le chef de l'État peut aller rapidement signer un contrat sans pour autant nécessairement passer. Or, tel que l'a développé M. Dimbe tout à l'heure, cette disposition était prévue, lit les mains du président du chef de l'État. À chaque fois, lorsque le président de la République veut aller se prononcer sur les ressources naturelles, il faut qu'il y ait l'aval de l'Assemblée nationale. Voilà. Ça veut dire que moi, là on a compris. Je me suis fait en matière de gentleman agreement,
Le premier chef de l'État. Patient Ndom, je vous ai Est-ce que je me suis fait comprendre? Magnifiquement bien, vous l'avez dit, cela lie les mains du chef de l'État. Voilà. Oui, allons d'abord avec Dembélé qui va être plus comment. Je voulais dire quelque chose sur le contre-essai. Oui. Vous savez, dans les constitutions précédentes, ces dispositions n'existaient pas. Et je sais que l'article 49 a été introduit dans la constitution actuelle. C'était suite au régime de transition de 2013 à 2014. C'est parce que entre le Premier ministre Tiangai ne voulait pas que le président Ndoto Dia nomme des gens que lui ne contrôle pas. Et c'est parce que les maîtres, c'est-à-dire vous savez de qui je parle, et ceux qui soutenaient Tiangai ne voulaient pas que Ndoto Dia, dont il se méfiait, ne nomme pas des gens qui pourraient échapper à leur contrôle. Et ce problème a été débattu longuement, a été écrit longuement dans le livre de maître Mboligumba, qui a relevé les querelles permanentes entre Ndoto Dia et Tiangai sur ce problème-là. Et donc, ils ont transposé le problème de personnes par rapport à une situation donnée, ils ont généralisé et ils ont mis ça dans la Constitution. Ces dispositions de l'article 49 sont même en contradiction avec celles de l'article 39, par exemple. On dit que le président nomme aux fonctions publiques et militaires. Le président dispose de l'administration générale et de l'administration militaire, etc. À mon avis, moi je pense que ça c'est l'une des raisons qui m'amène à soutenir non pas la révision, mais l'écriture d'une nouvelle constitution, parce qu'on ne peut pas mettre dans une constitution des règlements de conflits entre individus. Ça, c'est simplement parce que entre le Premier ministre Tiangai et le président Ndoto Dia, le courant ne passait pas, qu'ils ont mis ça dans la Constitution de pour s'autocontrôler de toutes les façons. Mais voilà. D'accord. Voilà. Merci à vous, monsieur le patient Parfait Ndom. Merci. Vraiment, l'échange qu'elle a là est fondateur de mal-être, n'est-ce pas, des institutions centrafricaines. Et qui, à mon sens, tranche le débat et justifie justement la réécriture de cette constitution. Parce que, nous le savons tous, je ne dénie rien aux spécialistes de droit. C'est les architectes, n'est-ce pas, de l'ensemble de cette organisation, de cette structure qui est la mère de loi et qui régit en réalité l'ensemble des domaines de la vie dans un État. Mais il ne faut pas qu'on fasse la différence ou bien qu'on occulte le fait qu'il y a la loi. Il y a l'esprit de la loi, il y a aussi une philosophie de la loi. Qu'est-ce qu'on veut régler dans cette affaire-là? Est-ce que c'est une affaire que je veux dire, ceux qui sont d'un certain niveau et qui conçoivent, qui sont les architectes, qui sont ceux qui structurent, qui construisent, qui réfléchissent, et on évacue complètement le peuple du débat? Parce que les problèmes qui sont dans cette affaire-là, parce que le peuple a été complètement évacué du débat. Des gens ont voulu régler des problèmes personnels en s'autocontrôlant et ils ont fait fi d'une réalité qui voudrait quand même que les gens aspirent à autre chose. Bon, je reviens chez le constitutionnaliste. Tout à l'heure, il nous a dit que nous sommes dans un régime parlementaire. Je pose la question, est-ce que la Centrafrique c'est un régime parlementaire au sens strict du terme? Première question. Parce que il ne faut pas qu'on l'oublie quand même. Vous l'avez dit au sens strict du terme. Ah oui, mais je vous prends un exemple. Terre à terre, l'Angleterre est un régime parlementaire. Nous sommes dans un régime, certes, où les élus du peuple sont élus, mais le président de la République est aussi élu au suffrage universel. Tout à fait. Alors, donc, j'ai même l'impression que nous ne sommes pas dans un régime stricto sensu parlementaire.
Je parle sous son contrôle, comme on dit. J'espère qu'il va nous éclairer là-dessus maintenant. Non, tout à l'heure. Bon, d'accord. Et c'est ça qui pose dans le problème de la question d'interprétation de la loi. Et heureusement qu'on a eu l'éclairage de Dembélé tout à l'heure. Et c'est ça qui crée complètement cette confusion dans la tête de plus d'un, surtout de ceux qui sont censés expliquer les lois, les concevoir au peuple. Et c'est pour ça que je dis que c'est une affaire qui est devenue une affaire d'une certaine élite, pour des intérêts bien précis, qui conçoit des lois. Et là, ça revient justement à la définition même du droit. C'est-à-dire que c'est la codification d'une certaine manière des rapports de force au sein d'une société. Oui. Et où ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont les élites, estiment que le bas peuple n'a rien à foutre là-dedans, ce n'est pas leur problème. Et ils protègent des intérêts en écrivant les lois pour pouvoir se pérenniser au pouvoir ou aux affaires. C'est ça qui est dangereux. Et c'est pour ça que la démarche actuelle de pouvoir centrafricain actuel a tout son charme. Premièrement, il ouvre le débat sur la question. Oui. Et il demande aux techniciens du droit de formuler, n'est-ce pas, l'ensemble des articles qui vont composer cette merde de loi. Et qui mettent ce débat-là à la disposition de monsieur tout le monde. Il ne faut pas vous méprendre de l'intelligence des gens, même quand ils ne sont pas dans un domaine soi-disant qui leur est réservé. Pour que le peuple s'emprunte, c'est-à-dire que fasse corps avec cette loi-là qui va régir sa vie aujourd'hui, demain et après-demain, mais pour qu'il ne soit pas que, comment dire ça, quelqu'un qui subit, mais qu'il soit aussi quelqu'un qui construit ces merdes de loi. À partir de ce moment-là, cette révision de réécriture de la Constitution a tout son sens. Moi, je suis allé loin parce que justement, on a été interpellés depuis même avant qu'on arrive ici sur la question. Et je disais aux gens, si cela aboutit, n'est-ce pas, après tous les débats possibles, dans tous les domaines, dans toutes les franges de la population, aboutit après, n'est-ce pas, cette grande possibilité pour chacun de mettre son petit grain là-dedans, de dire ce qu'il pense qu'il ça peut être bon pour la Centrafrique, et on sanctionne ça par un vote référendaire. Je crois que cette constitution aura moins de couacs et de zones d'ombre, mais surtout de zones d'intérêt contradictoires qui vident complètement de tout sens la qualité de cette constitution qu'on aurait mis pour le peuple. Il faut quand même préciser que le dernier décret présidentiel sur la question permet quand même à tout le monde d'y participer. C'est ça que j'appelle le charme, c'est le charme de cette démarche. Donc dans la démarche, nous avons une démarche à la fois consensuelle, une démarche qui implique tout le monde, mais et c'est là, je suis au regret de constater l'absence de l'opposition au cours de ces débats, parce que c'était le moment pour eux justement de nous démontrer, sur la base des arguments qu'ils auraient de la validité de leur posture. Mais ils ne peuvent pas se dire on ne touche pas à cette constitution parce que toucher à cette constitution, c'est créer des mécanismes pour permettre au président de la République de pouvoir empiler plus tard. D'autant plus que cette constitution elle-même, elle bloque complètement l'action du gouvernement. Elle ne donne pas la possibilité à ce gouvernement d'avoir un bilan quelconque demain. Parce que l'un des reproches majeurs, après, n'est-ce pas, ça va être, bon, vous avez été au gouvernement pendant 2 mandats. Votre bilan, c'est lequel? Mais comment on peut avoir un bilan alors qu'on lit les mains, n'est-ce pas, de l'exécutif dans sa prétention à organiser le pays, à prendre des décisions idoines pour pouvoir justement permettre au pays de coller et pouvoir justifier d'un quelconque bilan. Cette constitution neutralise complètement l'exécutif, neutralise complètement la volonté de l'exécutif de créer de nouveaux paradigmes pour le développement du pays. Et c'est ça, à mon sens, qui doit justifier, qui justifie le fait qu'il faut qu'on aille vraiment vers cette réécriture de la Constitution pour permettre aux uns aux autres d'apporter ce qu'ils ont de meilleur pour leur pays et ensemble sanctionner évidemment par un vote, parce que souvent on peut avoir des avis divergents et que le bon sens puisse être la chose la mieux partagée en Centrafrique par le biais de la validation de cette Constitution par la majorité. Merci à vous, patient Parfendom. On retournera la parole tout à l'heure à notre constitutionnaliste Yabela. Il a pris des notes, mais j'aimerais que ce soit fait après l'intervention du président Manakani. Président Manakani. Je crois qu'à partir du moment où, en dernière instance, le peuple qui sera appelé à trancher, je pense qu'il n'y a pas de drame. Si des gens sont des démocrates, et si nous tous, nous jouons ce jeu-là, bien qu'il soit un jeu
coloniale et néocoloniale, parce qu'il n'y a pas de démocratie dans une néocolonie, mais bon, comme on fait le cinéma, faisons le cinéma. Donc, on peut dire que bon, le peuple va trancher. À ce moment-là, que les gens refusent de participer au débat sur la question, c'est leur droit le plus absolu. Il faut saluer ça. L'important, c'est qu'on se soumette au verdict du peuple sur la question. Parce que ça me permet de dire quoi? Que la Constitution est une affaire très sérieuse pour laisser ça aux juristes et aux constitutionnalistes. Bien que je vous respecte beaucoup. Vous êtes très important, mais vous savez tous que c'est une affaire très sérieuse pour qu'on vous laisse ça, parce que c'est le destin d'un pays. Le destin d'un pays. Donc, quand j'ai dit ça, ça me permet de quitter ce terrain-là, extrêmement spécialisé, dans lequel il est excellent. Excellent. D'ailleurs, il n'y a même pas une contradiction entre vous et contrairement à ce que vous croyez. Lui parle du contre-saint administratif dans le fonctionnement de l'État. C'est de ça qu'il parle. Mais il est d'accord sur le principe que c'est une constitution chrysogène, dans la mesure où un ministre peut bloquer l'action du président. Du chef de l'État, c'est clair et net. Donc moi, je caricature ça, mais c'est une caricature qui a du sens en disant que c'est une constitution qui crée 4-5 présidents. Un ministre que vous nommez devient président, le Premier ministre devient président, parce qu'il peut estimer que je ne suis pas d'accord avec les orientations que le président veut donner à la politique liée aux ressources naturelles du pays, et il bloque ça. Il n'a aucun mandat populaire, et plus il a été nommé. Et directement, ça déclenche une crise dans un contexte comme celui de la Centrafrique, n'est-ce pas? Ça déclenche une crise extraordinaire qui peut déboucher sur la guerre, sur la guerre civile. C'est en cela que c'est une constitution dangereuse. Mais ça surprend qui? Est-ce qu'il y a des constitutions moins dangereuses dans des colonies? Toute constitution dans une colonie est dangereuse. Pourquoi c'est une colonie? On est parfaitement dans l'hypocrisie constitutionnelle. Seuls les peuples libres se dotent d'une constitution. Si un peuple a ses occupations, si un peuple est colonisé, esclavagisé, il a une constitution, mais ça veut dire que c'est une constitution coloniale. Parce que votre situation d'esclavagisé, votre situation de colonisé ne peut que reproduire, même si vous écrivez une constitution, que la situation coloniale. Imaginez-vous les esclaves, dans les plantations d'esclaves. On leur dit de faire la constitution. Et ils se mettent à faire la constitution. Vous croyez qu'ils vont faire une constitution qui remet en cause le statut d'esclave? Mais le maître ne va jamais l'accepter. Puisque le propriétaire, le chef de la plantation, c'est le maître, c'est le propriétaire de la plantation, qui a des esclaves justement, parce que ce sont ses biens à lui, ce sont ses propriétés privées à lui. Il en fait ce qu'il veut, il a le droit de vie et de mort sur eux. Mais c'est la situation de nos pays. Il faut toujours évacuer, quand vous discutez, cette hypocrisie. Les constitutionnalistes, moi je vous reproche rien, parce que vous êtes là pour analyser un texte constitutionnel, dans sa forme et dans son fond. Parfois, vous avez un truc extraordinaire, parler de la philosophie de la constitution. Moi je vais plus loin. C'est-à-dire que une constitution suppose une cohérence historique, une cohérence anthropologique, une cohérence politique, enfin une cohérence nationale. C'est ce que je voulais dire en convoquant le fait que seuls des peuples libres, des hommes constitués librement dans un espace peuvent dire nous nous constituons maintenant un peuple historique et la constitution est l'expression de cette volonté. Ce n'est pas le cas en Centrafrique, je suis désolé de le dire. C'est pas le cas en Centrafrique. Historiquement, ce que je dis est vrai. Même si on parle de 1960, on regarde l'histoire de ce pays. Mais les chefs d'état-major ont toujours été plus puissants que la Constitution ici. Depuis Jean Bédel Bokassa jusqu'à M. Bozizé, le dernier, ils prennent la Constitution, ils déchirent quand ils ont des armes. Mais les armes qu'ils ont viennent de quelque part. Quand vous fouillez l'histoire, vous voyez que derrière les armes, il y a la France. Il y a la France en première ligne. Bon, ça sert à quoi d'avoir une constitution chez vous quand vous avez même peur de prononcer le nom de la France dans un débat? C'est-à-dire, vous dites que bon, c'est le maître, on dit le maître. On dit, je comprends, mais je dis que ça montre que le vrai constituant, il est invisible. Mais comment peut-on convoquer, parler de constituant originel, alors que le vrai constituant est invisible? Nous savons tout dans quel contexte cette constitution a été écrite en 1996. Vous le savez, c'était Samba Panza qui était là. On le savait. On connaissait tous les conflits qu'il y avait entre Mme Samba Panza et le représentant de la France, l'ambassadeur de France ici, qui faisait la pluie et le beau temps ici. On savait très bien les manœuvres qui étaient à l'œuvre ici par la France et ses agences sur le terrain. C'était connu. Tous ces hommes politiques, pour la plupart, sont des Parisiens.
Est-ce que le dit, c'est la calomnie? C'est un fait historique, on peut le démontrer. Tous ces hommes politiques on sait. Bon, c'est pas un tort d'être parisien, mais quand même, la Centrafrique, c'est pas Paris, la Centrafrique. Oui. Ici, c'est la Centrafrique. Si des gens veulent servir ce pays, ils servent d'abord l'intérêt de leur pays. Donc, c'est une constitution qu'on est en train d'écrire. Alors, on ramasse comment on dit chez nous, copier-coller. Alors, on parle de copier-coller les vieilles constitutions de la France. On vient, on met ça dans le contexte, on fait des proclamations qui apparemment sont des proclamations de grande envergure constitutionnelle. Ça trompe qui? Les naïfs. Il n'y a pas de constitution dans les néocolonies, faites sérieux. Il n'y en a pas. Ce que je dis est fort, hein, mais c'est la vérité. Je ne dis pas que le président Touadéra doit déchirer ça. Non, ce n'est pas son rôle. Mais notre rôle à nous, c'est de dire cette vérité ici sur ce plateau. Comme on le dit ailleurs, en Afrique, il n'y a pas de constitution. Nous aurons de vraies constitutions quand on sera réellement libre. Pour l'instant, des dynamiques constitutionnelles peuvent permettre l'arrivée au pouvoir d'un progressiste. Mais il va s'en servir pour travailler. Touadéra le fait. Ouais. Pour la plupart du temps, ceux qui arrivent au pouvoir sont des anti-patriotes qui se servent de ces constitutions d'hypocrisie, n'est-ce pas, pour conforter le système néocolonial. Ils n'ont jamais de problème. Vous ne verrez jamais un état-major les renverser quand ils servent les intérêts de leur maître. Jamais. Donc, il y a un débat sérieux dans le pays qui s'impose. Qu'est-ce que nous mettons dans les concepts de constitution? Historiquement, l'idée de constitution, si on parle des références occidentales, ça a été lancé pour autonomiser le pouvoir politique de toute transcendance. Je passe le contrôle des constitutionnalistes. Et à partir du moment où on a éliminé le poids de la transcendance, c'est la vie politique, quand on dit transcendance, c'est le pouvoir religieux. Je comprends. À partir du moment où on a éliminé ça, il était question de fonder l'exercice de pouvoir sur le droit, la règle de droit. Mais est-ce que la colonisation, c'est le droit? Est-ce que le néocolonialisme, c'est le droit? Est-ce que les accords, c'est que la coopération qu'on impose à un pays après l'indépendance, c'est le droit? Pourquoi la Constitution ne convoque pas les accords, c'est que la coopération? Pourquoi? Oh, tout le monde sait que les accords, c'est que la coopération, c'est là où il y a le vrai pouvoir. Que tu sois élu ou pas, ces accords s'imposent à toi. C'est la question du franc CFA, mais ce n'est pas seulement le franc CFA. Est-ce qu'on peut dire dans ce pays quel est le pouvoir des Centrafricains sur leurs ressources naturelles par rapport à ces affaires d'accords secrets de coopération? On va nier ça? Ça existe? Est-ce que la constitution de la Centrafrique qui est censée engager le devenir de ce pays met la question là sur la table? C'est quoi cette constitution? C'est quoi ce constituant originaire qui ne parle pas des vraies questions qui vont déterminer son existence? Si vous avez un papier que vous appelez constitution et que le président prête tellement dessus et qu'il n'est même pas à mesure de lever un seul militaire pour former l'armée, voyez toutes les batailles que le président s'y a menées pour avoir une armée. Jusqu'à présent, le pays s'y est sous embargo. Il est interdit à ce pays d'armer ses militaires. On a dit maintenant, partiellement. Mais avant d'y arriver, est-ce qu'il est normal qu'on mette un pays sous embargo? On dit à l'armée régulière, interdit pourtant d'avoir les armes. Pendant ce temps, on arme les rebelles et on sait qui les arme. L'ONU les arme. Moi, je le dis à Mondo Vision, si on veut, on fait un procès, j'ai les preuves de ce que j'ai dit. l'ONU les arme ici à Centrafrique. Moi, je le dis. Président Vandakani, on vous comprend. Vous voulez m'arrêter maintenant? Vous savez que je le ferai. C'est moi qui parle. Oui. Ce n'est pas For-You ni la télévision nationale de la RCA. C'est moi qui parle. Si on veut m'arrêter pour ça, non? Je dis que pendant que l'armée centrafricaine est sur embargo, on arme les rebelles. Et la MONUSCO est dedans. Je le dis à Mondo Vision. Mais si la constitution d'un pays n'est pas en mesure de régler ces choses-là, mais c'est quelle constitution ça? Bon, même s'il y a des génies comme le constitutionnaliste en face de moi, moi je dis encore, j'ai beaucoup de... Monsieur Yabela. Monsieur Yabela, moi je vous respecte beaucoup, hein. Mais ce que je dis là, mais ce sont des questions constitutionnelles aussi. Puisque la constitutionnelle, dans tous les préambules, dans tous les données préambulaires des constitutions, on dit qu'on est jaloux de sa souveraineté nationale, que le peuple est jaloux. Mais quelle est cette jalousie de la souveraineté nationale qui ne parle pas des accords secrets de coopération, qui pourtant engage le pouvoir direct du pays et son avenir? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? Et des acteurs politiques donc, par là nous sortons s'il vous plaît, qui profitent de cette situation, qui ont été engendrés par cette situation historiquement,
il faut quand même rappeler ici, quand je parle de cohérence historique, je n'apprends à personne ici l'histoire de ce pays. Ils le connaissent mieux que moi. Boganda, ce n'est pas une vue de l'esprit. Karinou, ce n'est pas une vue de l'esprit. Toute l'histoire de ce pays, c'est un pays de lutte, d'aspiration à la liberté. C'est une histoire de résistance. Est-ce qu'une constitution a une âme si elle prend en compte cette dimension anthropologique de son existence? Alors on va oublier le fait que deux traditions politiques s'affrontent depuis très longtemps. Cette tradition qui est très à l'aise d'avoir le fait que la Centrafrique fait une plantation d'esclaves, parce qu'eux ils s'enrichissent, c'est pas nouveau. Dans le champ d'esclavage, n'est-ce pas, il y avait les esclaves qui, à force de rester près du maître de la plantation, on pensait qu'ils étaient comme lui. Ils étaient prêts à tout, quitte à être très forts dans le massacre de leurs frères, pour les maintenir comme les esclaves au stade primaire. Et ils s'enrichissaient. C'est pas nouveau ça. La Centrafrique n'échappe pas à ce processus. Mon cher Bachir, ma chère Manuela, chez nous au Cameroun, c'est la même chose. Les deux familles s'affrontent jusqu'au jour aujourd'hui. Que de temps en temps, d'autres traversent. Mais ce sont des clivages fondamentaux de l'évolution du pays. En Centrafrique, c'est la même chose. Ceux qui, historiquement, profitent de la colonisation et du néocolonialisme sont très à l'aise pour dire qu'ils vont mourir pour les constitutions de pacotille comme celle-ci. Permettez-moi l'expression. Mais les patriotes et le sort de ce pays, avec sa situation sociale, sa situation économique, avec les défis qu'il doit relever, ne peut pas se contenter d'une constitution qui n'assure rien au pays. Mais c'est ça l'enjeu de l'affaire. Très bien. Et cet enjeu-là, je le répète encore, c'est pas seulement les juristes qui sont concernés. Oui. C'est l'affaire qui regarde tout le monde, même les Africains regardent ça, parce que le sort de l'Afrique se joue aussi en Centrafrique. Merci, Président Badakani. Merci à vous, Président Badakani. Alors, on va donner 2 minutes à Monsieur Yabela. Trop long développement. Allez-y, je vous en prie. Je peux faire la synthèse. Vous pourrez faire la Il a soulevé beaucoup de questions. Très important. La question de droit concerne, donc on sait, il s'est un peu éloigné. Avec la colonisation, il avait l'approche historique. C'est bien, je partage entièrement tout ce qu'il a dit. Mais on revient à la Constitution. Exactement, c'est justement pour ça. Pour fonction simplement de procéder à une répartition des pouvoirs. En tenant compte de certains paramètres. En tenant compte de certains paramètres. Voilà ce que je dis, c'est répartition de pouvoir. Pourquoi? Si on remonte à l'histoire, à un moment donné, le pouvoir était concentré entre les mains d'une seule personne. Conscient de cette situation qui a connu des dérives. Je parle ça en regardant la colonisation. Sous l'ancien régime, c'était le roi qui décidait de tout, qui était à la fois pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Et donc pour corriger cela, il y a eu la Révolution française. On dit non, le pouvoir ne met pas. Il faut respecter ce que Montesquieu a dit. Quand on concentre le pouvoir entre les mains, on en abuse. On va en parler. Tout simplement. Et donc c'est pour cela, la raison d'être de la conscience, c'est un contrat social. On procède à une répartition des pouvoirs. Qui fait quoi? Qui est responsable? Voilà, c'est ce qui est défini. Alors maintenant, on dit, c'est du copier-coller. Ah, je suis vraiment ravi. Et bien, c'est direct. Si vous pensez que, en fonction de notre histoire, etc., on peut élaborer une constitution propre au Cameroun, propre à la République centrafricaine, moi, je suis constitutionnaliste, je serai sidéré, je vais prendre avec vos théories et les recettes, et je vais les dispenser parce qu'il faudrait qu'il y ait des critères. Mais attendez, je veux dire. Donc, il faut qu'il y ait des critères de ce modèle-là. Parce qu'il n'y a que deux, quand on rédige une constitution, il n'y a que deux types de modèles démocratiques. Allez-y. Il y a le modèle présidentiel et le modèle parlementaire. Il a dit tout à l'heure. Et donc, j'en profite pour répondre directement. Parce que la question de départ, c'était pas de savoir si la RCA était un régime parlementaire, c'est pas ce que j'ai dit. C'est par rapport au texte, je dis, dans le cadre des régimes de type parlementaire, voilà, le contre-6, c'est ce qui est valable. Mais je n'avais pas dit que la RCA était un régime parlementaire. Voilà. Et donc, il y a des critères. Donc, pour ces deux régimes-là, il y a des critères d'identification. Sur quels critères on reconnaît un régime parlementaire, sur quels critères on reconnaît un régime présidentiel, ça existe. Voilà. Et donc, maintenant, si on veut dire, si on élabore un régime politique propre, on peut. S'il y a des génies qui peuvent imaginer avec des critères que nous on peut enseigner, les Français, quand on dit on copie-coller de la France, les Français n'ont rien inventé. Ils n'ont inventé aucun régime. Ils ont pris un peu de copier-coller parce que le régime parlementaire, il a bien dit, le parfait homme, il a dit, c'est en Grande-Bretagne. Ils sont allés de l'autre côté de la Manche, ils ont picoré, ils ont amené ici, et puis bon, ça a donné lieu à des variétés. À l'intérieur du régime parlementaire qui a pris naissance, et quand ça a traversé la Manche, il y a des régimes parlementaires monistes, des régimes parlementaires dualistes. Il y a des régimes parlementaires inorganisés, des régimes parlementaires rationalisés. Il y a des régimes parlementaires majoritaire et une variété de régimes. Eux-mêmes, ils sont venus, ils ont dit, bon, Maurice Duverger a dit, bon, nous, on fait ce qu'on appelle le régime semi-présidentiel. Et puis, bon, même jusqu'à présent, il y a des constitutionnalistes qui disent que c'est un régime introuvable parce qu'il n'y a pas de critères scientifiques permettant de déterminer ce régime semi-présidentiel. Et là, maintenant, ils en sont arrivés à l'expression de régime
présidentialiste, avec une forte prépondérance du président de la République. Le président de la République qui est élu au suffrage universel, avec une majorité à l'Assemblée nationale, donc a la possibilité de prendre des décisions partout. Oui. C'est en cela qu'on utilise, les constitutionnalistes utilisent maintenant l'expression de régime présidentialiste. Et donc, monsieur Parfendam, le régime de la République centrafricaine n'est pas un régime parlementaire, rigoureusement parlementaire, c'est un régime présidentialiste. Il suffit simplement de lire l'article 33 qui consacre le pouvoir du président de la République. L'article 33 dit le président de la République fixe les grandes orientations de la politique de la nation. Et puis le Premier ministre, là-bas, un peu plus loin, en ce qui concerne le Premier ministre, il détermine la politique de la nation préalablement fixée par le président de la République. Ce n'est pas la même lecture en France. En France, on dit le Premier ministre définit et conduit la politique de la nation, pas qui n'est pas préalablement définie par le président de la République. Donc, à la lecture de cette disposition, je peux me permettre, en tant que conseiller, de dire nous sommes en République centrafricaine dans un régime de type présidentialiste. Et donc, évitons des raccourcis. En disant c'est de copier-coller, on ne peut élaborer une constitution qu'au regard de ces deux types de régimes. Régime présidentiel, régime parlementaire. Donc, la question qu'on doit, si on rédige, on convoque, et puis c'est vrai, on rédige la constitution seulement, enfin, il n'y a que les juristes qui peuvent comprendre. Les économistes, ou bien les sociologues, peut-être, on peut rassembler leurs desiderata dans les préambules. Les préambules, c'est pour des généralités, c'est comme une introduction. Des généralités, en fonction de l'histoire, etc. Ben, c'est ce qui a été fait. Sous la transition, vous voyez, tout ce qui est préambule, on a rappelé les difficultés avec les centrafricains, les sociologues, ça, on peut. Mais le corpus même du texte, on n'a pas besoin forcément de sociologues. Puisqu'en plus, c'est affaire du peuple. Lorsque c'est rédigé, je donne un exemple, dans la Constitution de la Ve République, est-ce qu'on a mobilisé toute l'armada et sociologues en France pour rédiger la Constitution de la Ve République en vigueur? Le général de Gaulle a mis en place, comme le chef de l'État le fait maintenant, un comité chargé de rédaction présidé par le ministre, le garde de Sceaux à l'époque, Michel Debré. Il a rassemblé des juristes du Conseil d'État, avec les juristes, et puis ils ont rédigé la Constitution. C'est affaire des techniciens, des technocrates, et puis en collaboration avec le Matin, etc., ils ont rédigé, et après, automatiquement, on a soumis ça au référendum le 28 septembre 1958. Pour appeler le peuple, c'est un contrat social. Comme la souveraineté appartient, le peuple est le détenteur de la souveraineté, il faut soumettre une fois que le peuple a validé. Et puis c'est bon. Donc encore, le problème, c'est qu'avant de voter, il faudrait que chaque citoyen prenne connaissance du contenu du texte. Voilà, vous voyez déjà. C'est parce que j'ai dépassé un peu les heures. Non, j'ai obligé. Il y avait aussi d'autres points aussi à évoquer, à développer. Parce que vous avez évoqué la question de priorité, peut-être je termine. De priorité. En 30 secondes. Moi j'ai dit c'est du populisme. Moi j'ai fait du droit du développement. En développement, on ne m'a pas dit que le développement est un processus linéaire. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que un président de la République, on lui demande de faire en sorte qu'il conjugue les 5 verbes de Barthélemy Boganda. Nourrir, soigner, construire des routes, des hôpitaux, etc. Et il arrive au bout de la chaîne et il revient en arrière pour dire maintenant que j'ai fini de donner à manger, de construire les hôpitaux, je reviens pour voir les textes. Non, le développement, ce n'est pas perçu de cette manière-là. D'accord. Le développement est un processus cumulatif. On fait tout en même temps. Voilà, construire les hôpitaux, les routes, etc. S'il y a des textes à réviser, on ne va pas attendre de finir de construire ou de donner à manger à tout le peuple avant de revenir voir les textes. Merci. C'est un processus vraiment cumulatif et on fait tout en même temps. On n'a pas besoin de dire. C'est pour ça que je dis dire qu'il y a des priorités. Ne pas réviser la Constitution parce que ce n'est pas une priorité. Ça, c'est du populisme. Merci à vous. Oui, Doyen Dembélé, vous voulez acheter quelque chose? Moi je voudrais revenir un peu sur ce que disait le président Bandakani tout à l'heure. Et moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Et quand on dit que cette constitution c'est copier-coller, moi je voudrais aller plus loin en disant qu'on nous l'a imposé. C'est une constitution qui nous a été imposée et qui n'a pas été rédigée par les Centrafricains et qui ne reflète pas. Tout à l'heure, Alexis Abela disait que la constitution c'est un contrat social. Et pour qu'il y ait contrat social, il faut que ce soit l'émanation. Il faut qu'elle soit l'émanation du peuple. Il faut qu'elle reflète les idées du peuple, la compréhension du peuple. Malheureusement, en 2016, il fallait écrire très rapidement cette constitution pour revenir à l'ordre constitutionnel. Voilà. Et on sait que très souvent et assez régulièrement, l'ambassadeur de France de l'époque venait au CNT pour demander que
la Constitution que la Constitution qu'ils étaient en train d'écrire lui soit remise, que le projet lui soit remis pour qu'il voit d'abord avant de renvoyer au comité mis en place pour sa rédaction. Vous voyez, donc il y avait vraiment une interférence permanente de l'ambassade de France lors de la rédaction de cette constitution. Oui. Et je disais tout à l'heure que cette constitution renferme beaucoup d'ambiguïté due au fait qu'on a tout simplement pris certains conflits de personnes et on a mis ça dans la Constitution. On a pris certaines envies de personnes, on a mis ça dans la Constitution. Vous voyez, lorsqu'on a créé cette multitude d'institutions, les gens n'ont pas pensé au fait que la RCA revient de loin. Les gens n'ont pas pensé que la RCA n'a pas les moyens financiers et matériels suffisants pour entretenir ces institutions-là. Mais c'est parce qu'on a voulu plaire. On a voulu plaire à certains individus qu'on a mis toutes ces institutions-là dans la Constitution. Institutions qui n'existaient pas avant. Le Conseil économique et social existait à un moment donné, après, n'existait plus. Oui, parce que ça nous coûte extrêmement cher. Des institutions qui n'ont même pas de lieu où abriter leurs services. Des institutions qui n'ont même pas de moyens de locomotion pour transmettre par exemple leur courrier à d'autres institutions. Et moi je pense que cette constitution-là, n'ayons pas honte, nous Centrafricains, n'ayons pas honte d'affirmer qu'elle ne reflète pas la société centrafricaine. Ce n'est pas notre constitution. Aujourd'hui, je salue l'initiative et je salue également la procédure mise en place par le chef de l'État qui a nommé ce comité composé de tout le monde. Mais à l'époque, en 2016, c'était un comité constitué essentiellement de conseillers nationaux de transition. Et ces conseillers nationaux n'avaient aucune légitimité. Je l'avais dit le lundi dernier ici, ils ont été seulement nommés par arrêté du Premier ministre. Est-ce qu'ils avaient compétence pour rédiger une constitution? Non. C'est ça. Et cette constitution-là, on nous a fait venir un soi-disant expert béninois. Et qui est venu, il y a la MINUSCA s'en mêlait de son côté. Et vous voyez ce que ça nous a donné. Donc on voulait simplement baliser le chemin pour que le prochain président qui arrive, qu'il ne fasse rien et qu'il soit soumis malheureusement et heureusement pour nous, malheureusement pour eux, pour ceux qui pensaient comme ça, et heureusement pour le peuple centrafricain, Dieu a permis qu'on ait un président têtu, dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, qui n'obéit pas aveuglément, et qui n'obéit pas aveuglément au dictat de ces gens-là. C'est ce que je voulais, sans remettre en cause ce qu'a dit. Il y avait là, tout à fait. D'accord. Docteur Yambé Timba nous a rejoint sur le plateau. Nous sommes donc à une trentaine de minutes de la fin de cette édition. Docteur Yambé Timba, les civilités, vous savez, on le fait même par cœur. Je voudrais qu'on rentre pleinement. Vous avez suivi ce qui s'est fait, ce qui s'est dit sur ce plateau depuis le début. Alors, je vous ai vu de votre chair, c'est comme si quelque chose vous démangeait. Vous vouliez contribuer. Alors, vous avez la parole, très cher docteur. Écoutez, je suis très content de tout ce que j'ai entendu. Toutefois, j'ai eu l'impression à un certain moment que nous dévions du sujet. Les questions purement académiques n'étaient pas forcément la chose la plus intéressante, parce que les seuls régimes possibles sur la planète Terre ne sont pas que les régimes présidentiels ou parlementaires. Le monde est beaucoup plus riche que ça. Ça, c'est une orientation très occidentale du monde. On peut voir le monde d'une façon très différente. Ce d'autant plus que dans notre Afrique traditionnelle, nous avons eu des royaumes extrêmement puissants qui n'étaient pas organisés sur ce modèle. De l'autre côté, beaucoup d'Africains aujourd'hui courent après deux types d'institutions au niveau du Parlement, le Sénat,
puis l'Assemblée nationale. Mais c'est pas comme ça que l'Afrique traditionnelle a toujours fonctionné. Nous avons eu quelquefois effectivement 2 chambres, mais qui étaient plutôt une chambre des femmes, une chambre des hommes. C'est une proposition ou disons quelque chose que j'étudie dans mon dernier livre. Et j'estime que nous ne sommes pas obligés d'être de petits Européens qui écoutent tout ce que les Européens disent, parce qu'en fait ce qu'ils font, ce sont les synthèses des problèmes auxquels ils ont été confrontés, et ils ont trouvé une solution qui est très contextuelle, qui est très localisée à leur environnement. Nous pouvons avoir nos propres réalités à partir desquelles nous formulons ce que c'est que l'organisation de nos sociétés. Il y a d'autres éléments que j'ai entendus qui m'ont quand même un peu gêné, parce que la relation entre la Constitution et par exemple la question de la transcendance, ce n'est pas une question qu'il faut aborder de cette façon-là. La question de la transcendance reste pour la plupart du temps la question de savoir si vous avez un État laïque ou pas. Et vous avez des théocraties qui existent tout à fait dans le monde, dont la question de la transcendance peut être une question constitutionnelle. Elle n'est pas forcément évacuée, et même aujourd'hui encore. L'autre élément, c'est par exemple, j'ai entendu dire que la question des pouvoirs partagés et réservés. Non, pas du tout. C'est une chose incompréhensible d'un point de vue juridique et d'un point de vue constitutionnel particulièrement, qu'une personne qui n'est pas élue arrête le pouvoir de quelqu'un qui est élu. Ça n'a pas de sens. Les seules personnes qui arrêtent le pouvoir d'une autre personne, c'est celui qui est élu. Parce que c'est celui qui est élu qui dit, vous n'êtes pas élu, j'arrête ici. Parce que celui qui a la légitimité, c'est pas vous. Donc vous ne pouvez pas être celui qui n'a pas été élu, qui ne jouit d'aucune légitimité, aucun mandat, et c'est vous qui arrêtez le pouvoir d'un élu, de quelqu'un qui lui a un mandat du peuple. Sur le plan juridique et sur le plan, je vais dire simplement du bon sens, ça ne veut rien dire du tout, et c'est inacceptable. Donc ce genre de choses, je les ai entendues, parce que lorsque des gens qui ne sont pas élus qui n'ont aucune légitimité, aucun mandat, ont le pouvoir d'arrêter celui qui a un mandat et une légitimité populaire, cela veut dire que celui qui a le mandat est en régence. Nous sommes dans une régence. Vous avez donc un roi qui a 10 ans, qui ne peut pas prendre des décisions, déclarer la guerre, décider du budget ou recruter des gens. Et puis autour de lui, il va donc y avoir des types qui, eux, ont 40, 50, 60 ans, qui vont décider que voici ce qu'il faut faire. Mais eux, ils n'ont aucune légitimité, ils n'ont aucun mandat et ils n'ont aucun bilan à défendre. Or, c'est le petit garçon de celui qu'on veut transformer en petit garçon de 10 ans qui, lui, a un mandat, qui a une légitimité et qui, normalement, devrait arrêter le pouvoir de tout le monde-là. Donc, il y a ces petites choses qu'il faut ramener sur la table pour dire quoi? Toutes ces choses, je les rappelle, pour dire que nous constatons donc tous que cette constitution de 2016 a une incohérence interne évidente. Et qu'importe qui l'a rédigée, l'incohérence est évacuée et constatée. Et tout le monde s'en rend clairement compte. Et cette incohérence interne conduit à quelque chose d'extrêmement grave. C'est-à-dire qu'elle crée une inhibition. Une inhibition à la fois de la performance administrative et aussi de l'initiative politique, et même de l'initiative politique, de l'initiative administrative, mais surtout bride la performance administrative. Parce que du fait des dispositions de cette constitution, le président sera toujours mal fondé de décider d'initier quoi que ce soit pour la simple raison que cette chose-là sera bloquée quelque part, compte non tenu d'un certain nombre d'intérêts qui interfèrent. Et même la performance administrative en prend un coup. Donc, en fait, vous avez un État que certains ont décidé, et c'est là où le président Bandakani a absolument raison. C'est-à-dire que, sur un point précis, c'est que les gens ont décidé sciemment d'avoir un État qui ne sera jamais performant. Et en bridant la performance de l'État, en fait, c'est un certain nombre d'intérêts qui se neutralisaient à ce moment-là. D'abord, il est tout à fait étonnant que ce soit un Premier ministre qui lance une telle chose, parce qu'un Premier ministre, on était peut-être dans une circonstance où ni le président ni lui n'était élu, mais il reste que, en matière juridique, ça pose un problème de principe de droit. Qui peut le plus, peut le moins. Le moins ne peut pas se permettre de se lancer pour faire ce qui est fondamental, alors que le plus est là. Donc, il y a tous ces problèmes-là qu'il ne faut pas transformer en jurisprudence en Centrafrique et qu'il ne faut pas transformer en quelque chose qui devient demain des repères, des références pour le reste de l'humanité, de l'Afrique ou de l'humanité. Donc on doit corriger rapidement tout cela, parce qu'au fond, ce qui est finalement ressorti de débat qui était là avant moi, c'est l'idée que nous sommes aujourd'hui à un tournant
de l'histoire du Centrafrique, et un monde nouveau doit s'écrire. Et ce monde nouveau est, exigé, nécessité, appelé par un nouveau paradigme à la fois scientifique et économique, et un nouveau paradigme qui est scientifique, économique, social, et ce nouveau paradigme ne peut malheureusement grandir, ne peut malheureusement prospérer que si nous mettons en place l'expression d'une nouvelle organisation, je préfère dire le terme qui me vient le plus à l'esprit, l'expression d'une nouvelle constitution. Constitution étant l'idée qu'on se tienne ensemble, qu'on fasse les choses ensemble, et ça exprime encore une fois la main tendue du président qui dit à tout le monde venez. Et je crois qu'hier vous avez lu un communiqué ici qui invitait certaines personnes à venir participer, et elles n'ont pas accepté de participer. Je ne connais pas très bien leurs raisons, mais j'imagine que si nous tenons compte de l'incohérence interne de la Constitution, de l'inhibition de l'initiative politique et de la performance administrative, ces personnes devraient se demander en quoi suis-je fondé de tolérer ou d'accepter le fait que mon pays soit bloqué, soit incapable d'avancer sur la base de quelque chose que moi je veux porter. Donc je pense que les interférences rappelées de pays comme la France, sur une base qui est absolument ahurissante, c'est-à-dire qu'on rédige la constitution d'un pays et un ambassadeur d'un autre pays, l'ambassadeur d'un autre pays se retrouve là, c'est une chose. Dans l'histoire, j'espère que les juristes, peut-être les juristes surtout, et je crois les historiens, dont il devrait se saisir et nous expliquer. Je pense que le professeur devrait peut-être mettre un de ses étudiants de master dessus pour qu'il nous explique qu'est-ce qui peut justifier, expliquer la présence d'un ambassadeur, de l'ambassadeur d'un pays, là où un autre rédige sa constitution. Et peut-être que les historiens devraient mettre également un autre étudiant dessus pour qu'il nous explique, dans un travail scientifique, au cours de l'histoire, si une telle chose a eu lieu précédemment, ou ce précédent-là est né justement d'un contexte néocolonial extrêmement violent, d'un contexte néocolonial où on nie, et ça c'est une question très importante autour des constitutions africaines, où on nie la capacité politique aux peuples africains, où on nie l'initiative historique aux peuples africains. Ce sont des choses extrêmement graves, parce que si quelqu'un vous nie la capacité politique, donc vous êtes incapable de vous tenir ensemble, d'organiser ensemble et d'exprimer votre volonté de vivre ensemble et de créer un État, cela veut dire que ces gens-là reviennent à quelque chose que Boganda avait critiqué violemment et qui avait été écrit par quelqu'un qu'on appelle Lewis Henry Morgan et qui disait qu'en Afrique, il n'y avait que des sauvages. Or, les sauvages ne sont pas des civilisés. Il y a les sauvages tout en bas, ensuite les barbares et enfin les civilisés au-dessus. Et seuls les civilisés ont la capacité de créer des États. Donc, la présence de l'ambassadeur de France pendant la rédaction de cette constitution signifiait que pour la France, les Centrafricains sont des sauvages incapables de se structurer politiquement. Compte tenu de cela, il est temps de reverser tout ça et d'écrire dans une nouvelle constitution pour dire nous ne sommes pas des sauvages. Vous me permettez peut-être une petite relance. Est-ce que justement la main tendue du président Touadéra, je veux dire le fait qu'on a l'impression qu'on laisse la réécriture ou cette initiative là justement aux juristes constitutionnalistes. Tout à l'heure on écoutait le monsieur Yabela, vous allez me corriger, mais qui estimait justement que peut-être les économistes, les historiens politiques, sociologues, oui, peuvent intervenir peut-être au niveau du corpus, alors qu'on sait aussi que la Constitution est justement ce document-là, cette institution-là qui va situer, qui va statuer, qui va poser justement les fondements justement de l'État, tant sur le plan économique qui concerne tout le monde. Alors est-ce que ça ne rentre pas justement en contradiction avec cette main tendue du chef de l'État qui lui quand même, je pense, appelle toutes les couches justement à participer à cette réécriture? Il y a dans la tradition européenne un certain nombre de tromperies. Un certain nombre de tromperies qu'il faut éviter chez nous. Une constitution n'est pas d'abord un document juridique. Il le devient lorsqu'elle est écrite. C'est-à-dire c'est quand c'est écrit que les constitutionnalistes, les juristes, ils peuvent se débrouiller avec ça comme ils veulent. Mais
vous pouvez très bien demander à un philosophe de vous écrire une constitution. Vous pouvez très bien demander à un mathématicien de vous en écrire une. Une constitution, c'est une vision. Ce n'est pas du tout des articles de loi, de droit. C'est une vision. C'est l'acte qui crée un État. Et je suggère vivement que les Centrafricains, dans leur prochaine constitution, disent clairement cela. Par ceci, nous créons l'État centrafricain. Ils appelleront ça l'État centrafricain ou l'État Sango. Ils ne sont pas obligés de garder ce nom qui ressemble plus à une adresse de livraison de pizza. D'ailleurs, c'est ça, les noms de la plupart de nos pays où on parle le français et utilise le franc CFA. Cameroun. Vous savez ce que ça veut dire, Cameroun? Des crevettes, non, ça va. Ben voilà, donc alors des types arrivent, des soulards qui étaient dans un bateau, qui ne comprenaient rien à rien, ils ont vu des crevettes et on a dit mon pays s'appelle les crevettes. Vous vous rendez compte, nous portons des noms donnés par des soulards. Oui. Et vous avez donc, on dit Centrafrique, c'est-à-dire qu'en fait on peut dire Carrefour tel. Donc vous avez tous les noms, un pays qui s'appelle Bénin petit, tout ça. Oui. Donc vos Côte d'Ivoire, oui, là-bas la Côte de l'Air avec de l'ivoire. Ouais, en fait, il en parlait, c'est ce matin je crois, des territoires. Pour ceux qui dénient aux Centrafricains la civilisation et disent qu'ils sont des sauvages, incapables de rédiger une civilisation, une constitution, et viennent leur dire ce qu'ils doivent faire quand ils s'asseyent pour rédiger une constitution et leur envoient un de leurs suppôts, qui est un expert supposé, je ne sais pas trop quoi, qui était venu là. Ces gens-là estiment que tout ça, c'est des adresses, point, de livraison de pizza ou des adresses où on va acheter de la matière première, point barre. Donc, ils peuvent décider que Centrafrique s'appellera autrement. Par exemple, Sango, par exemple, Kola, je ne sais pas, comme le Burkina Faso, la Haute-Volta l'a fait en transformation en Burkina Faso. La Constitution, dans le cadre de sa rédaction, il faut comprendre une chose, les juristes n'aiment pas ça, mais le professeur sait que dans toutes les facultés des sciences sociales, il circule cette petite boutade qui agace toujours les juristes lorsque les philosophes particulièrement disent mais les juristes ce sont des techniciens, c'est les plombiers, nous sommes les architectes. C'est nous qui définissons. C'est-à-dire qu'en fait il y a d'autres disciplines qui doivent être impliquées. Les juristes ne doivent pas considérer que rédiger une constitution c'est leur affaire. Si vous regardez la loi sur le Bitcoin, vous pensez que beaucoup de juristes auraient compris ce qu'on a dit là-dedans? On leur a dit d'écrire les choses, de structurer ça simplement pour que ça ait la forme, parce que les juristes sont très pointilleux sur la forme, que ça ait la forme qu'il faut pour que ce soit une loi. Mais on ne va pas dire qu'on va appeler un comité constitué de juristes. Non, dans ce comité, il y a des disciplines, il y a des spécialisations auxquelles on ne pense pas souvent, mais sont les plus importantes. Il faut des anthropologues, des gens qui connaissent les Centrafricains et qui vont donc insuffler à cette constitution les rêves, les idéaux, les repères culturels des Centrafricains. Il faut dans cette constitution des historiens qui vont insuffler à cette constitution l'histoire mouvementée mais combien glorieuse de la Centrafrique, mais avant ça, depuis le pays de Punt, pour lui donner l'originalité qu'il lui faut. Il faut dans cette constitution des géographes qui vont pouvoir insuffler à cette constitution la pleine connaissance du pays pour dire voilà ce que c'est que nous sommes. Il faut dans cette constitution même des géologues qui vont s'assurer que les dispositions juridiques vont veiller à ce que le sous-sol centrafricain, dont les réserves prouvées aujourd'hui, et ça ne représente que 16% du territoire, qui a déjà été clairement prospecté, valent quand même 1,8 milliard de francs CFA. Vous ne pouvez pas laisser ça aux seules mains des juristes. Ils ne comprennent pas grand-chose quand on parle de chiffres comme cela. Donc il faut mettre là-dedans des financiers, il faut mettre tout ce monde-là. Je vous rappelle. Par là, nous sortons. Oui, nous sortons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Vous allez intervenir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en fait, ce pays a besoin de bons juristes. Et je crois qu'il y en a. Moi, j'ai entendu un débat là tout à l'heure, un certain nombre de choses qui se sont dites. Ça m'a rassuré sur le fait de la qualité des juristes de ce pays. Donc, je ne vous cire pas les pompes, professeur. Je reconnais un fait. Je reconnais simplement un fait. Donc, ce pays a besoin de confier la rédaction de sa constitution à un comité pluridisciplinaire dans lequel il y aura de très bons juristes parce que ce sont eux qui mettront en forme. Mais ce pays a besoin de s'assurer que ses spécificités humaines, son histoire, les rêves de son peuple, l'évolution sociale qu'il a connue
et les problèmes par lesquels ce pays est passé, que tout cela soit inscrit dans cette constitution et que les principes de cohérence interne, les principes de promotion, de valorisation de la performance administrative et surtout de la sauvegarde de l'initiative politique du président de la République soient préservés afin que, comme on l'espère, il naisse ici, il puisse éclore et il puisse se développer ici en Centrafrique. L'idée de ce que le président disait lors de la campagne présidentielle, provoquer un miracle économique ici. Merci, docteur Yamba Timba. On va donner la parole au président Badakani. Président Badakani, on rappelle qu'on n'a plus assez de temps. On va donc rapidement faire le tour de table. On n'a plus que 8 minutes rapidement. Président Badakani, on vous en donne 2. Parce que vous voulez. Merci. J'ai écouté, je suis obligé d'aller vite. Oui. Donc je vais parler des civilités que je voulais vous faire. J'ai entendu, le professeur a dit que le rôle d'une constitution, c'est la répartition des pouvoirs. Et il a convoqué Montesquieu. Écoutez, mais avant Montesquieu, est-ce qu'il n'y a pas de constitution? Des empires africains ont élaboré des constitutions des millénaires avant Montesquieu. Ils n'imaginaient même pas qu'ils pouvaient naître. Et ces constitutions ont bâti des empires puissants, des grands États qui ont enseigné la mathématique, tout à l'humanité. De quoi est-ce qu'on parle? Alors Montesquieu, c'est une référence parmi d'autres, pour ceux qui veulent le prendre pour référence. Nous ne pouvons pas en Afrique dire que l'horizon indépassable de la pensée constitutionnelle, c'est Montesquieu. Non, attends, il faut qu'on soit sérieux. C'est un repère parmi d'autres. On a dit aussi que il y a deux types de modèles là, le modèle présidentiel et parlementaire. On a convoqué De Gaulle. Évidemment, ce n'est pas surprenant si vous convoquez De Gaulle. Ce n'est pas surprenant. Prenons un cas concret. Le régime marocain, c'est quel régime? Vous le mettez où? Le roi du Maroc est commandeur de croyants. Entre autres privilèges qu'il a, il est au-dessus de tous les pouvoirs au Maroc. C'est un demi-dieu. Il y a un parlement au Maroc, vous classez ça où? C'est une monarchie. C'est plus qu'une monarchie, je vous dis que, écoutez, je vous dis que c'est... Laissez-moi parler. Je vous dis qu'il est commandeur de croyants. Il y a une monarchie en Angleterre. Oui, bien sûr, en Angleterre, oui. Non, c'est pas la même chose. Non. C'est une monarchie. Non, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, monsieur. Pas une monarchie. Je vous dis que le roi est commandeur de croyants. Ça veut dire quelque chose en droit. Il est commandeur de croyants. Et ce n'est pas le seul régime comme ça dans le monde. Mais attention, ce n'est pas le seul régime comme ça dans le monde. Est-ce que la Constitution française donne le droit aux États français d'aller coloniser un pays? Montrez-moi un article de la Constitution française qui dit que cet État français, je vous donne le droit d'aller coloniser un pays. Vous allez voir que ce sont des comportements qui sont cachés derrière la Constitution. Bien sûr. Qui sont paraconstitutionnels, mais qui pourtant déterminent le sort de l'État français. Donnez-moi un seul article des constitutions américaines, françaises et anglaises qui les disent allez coloniser les pays africains. Vous allez voir que ça se fait dans la Chambre, derrière le paravent constitutionnel. Or, c'est la constitution, c'est la colonisation, c'est tous ces systèmes-là esclavagistes qui ont enrichi ces pays et les ont fait. Donc, on ne peut pas dire que ces débats-là ne sont pas les débats constitutionnels. En convoquant De Gaulle, quand vous convoquez De Gaulle, quand j'ai dit que c'est du papier collé, cher professeur, mais je ne raconte pas n'importe quoi. Papier collé, avez-vous dit? Je répète, papier collé. Allez prendre les constitutions de la 3e, 4e République et la 5e République en France, comparez avec toutes les constitutions dans les pays francophones. Et venez me dire. Je répète, papier collé, c'est pas à cause de vous que je dis ça, c'est un fait. C'est un fait. Le disent, ça n'est pas en cause de vos qualités. Sauf que vous-même vous niez ça. Allez lire, je vous dis, vous avez parlé de ça. C'est copier collé, j'insiste. Je donne les références. Allez prendre les constitutions de la 3e, 4e, 5e République en France. On est entièrement d'accord. Mais pourquoi dire, on est d'accord. C'est du papier collé. C'est du papier collé. Et il faut dénoncer ça parce qu'on peut faire 1000 fois mieux. 1000 fois mieux. Est-ce que la Constitution française, la question du franc CFA, la Constitution française est au courant de ça? C'est écrit dans la Constitution française. Il a fallu que les panafricanistes mènent ce combat pour que le Parlement français s'empare d'une question qui détermine les relations diplomatiques entre la France et 15 pays de la zone franc. Et ces relations mal gérées peuvent conduire à des guerres. Le Parlement français n'était pas au courant de ça. C'est une cellule de Bercy qui gérait le franc CFA, c'est-à-dire la monnaie de 15 pays africains. Mais c'est quoi ce que tu as fait? C'est de la mafia. C'est de la mafia.
Donc, si on écrit des constitutions qui ne se préoccupent pas des choses comme ça, mais attends, qu'est-ce qu'on est en train de constitutionnaliser? Est-ce que la constitution, c'est ça la constitution française? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au courant que leur pays a esclavagisé 15 pays ailleurs. Et cette question est soustraite au débat parlementaire. Ouais. Elle est soustraite à la connaissance du peuple français. C'est géré par quelques fonctionnaires et le président. Mais comment un pays peut gérer 15 pays et les représentants du peuple de ces pays ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le rapport de leur pays et 15 autres pays? Et ils ont pourtant une constitution. Je pense quand même que c'est un débat sérieux. Je termine avec la question du principe de la séparation du pouvoir. Oui. Je veux rappeler, ce principe que nous sacralisons trop est d'essence gréco-romaine, va connaître une parenthèse judéo-chrétienne pour terminer anglo-saxon. Viens me le rappeler. Le principe, c'est de sacraliser un juge qu'on divinise. Qu'il est infaillible, il est infaillible. En quoi un juge est plus consciencieux qu'un président? En quoi? C'est la base de quoi? Dans le principe de la séparation du pouvoir, ceux qui ont lu les rapports des États occidentaux et le système capitaliste comprennent très bien à quoi sert le juge. C'est pour sacraliser la propriété privée, qui est l'essence même de ces régimes-là. Donc, est-ce que nous, les Africains, c'est notre régime ça? C'est notre histoire ça? C'est notre anthropologie ça? C'est notre culture ça? C'est notre rêve ça? Ça marche avec eux. Pourquoi nous, ça ne marche pas alors? Pourquoi nous, ça ne marche pas? Si un système politique considère que la propriété privée, c'est-à-dire l'accaparement de la richesse par une minorité, est sacrée, mais c'est son histoire. Mais est-ce que c'est l'histoire de l'Afrique? Bon, est-ce qu'une constitution prend ça en charge? Oui, si elle ne le fait pas, elle n'est plus une constitution, c'est un papier. Très bien. Merci, Président Badakani. Alors, le dernier mot sur ce plateau, je crois qu'on va le remettre à notre constitutionnaliste, à moins que le doyen on va peut-être sortir avec le doyen. Alors, on vous donnera parce que monsieur Yabou. Non, c'est fait. Bon. Allez-y. En tout cas, je remercie pour leur contribution, c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'on est allé un peu dans tous les sens. Ça peut arriver dans les débats, ça peut arriver. Ça dépend des analyses de tout un chacun. Ça dépend. Non, c'est constitutionnel. Il y a quelqu'un qui a dit constitution sans culture constitutionnelle n'est que ruine du constitutionnalisme. Donc, il faudrait qu'on ait à peu près la même culture. Sinon, et là, ça devient du juridisme. On va dans tous les sens. Allons-y. Alors, quand il dit je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre qu'on associe. Mais non, attendez, vous avez parlé silencieux. Je vous ai écouté religieusement. Attendez. Je ne suis pas contre qu'on associe tout le monde à la rédaction d'une constitution. Lorsqu'on rédige un texte de loi, c'est spécifié dans tous les domaines. Les ministères, ça, quand on rédige la loi des finances, ça c'est les financiers. Ce n'est pas des juristes forcément. Ok? Mais la Constitution, c'est la loi mère, c'est la loi fondamentale. Il faut se poser la question, quel est l'objectif d'une Constitution? L'objectif d'une Constitution a 3 buts. Encadrer le phénomène politique, organiser le pouvoir public et protéger les citoyens. Mais alors la Constitution, c'est encore quoi? C'est la loi fondamentale. Excusez-moi, 30 secondes. C'est la loi fondamentale. Et donc, c'est sur cette base-là, par rapport à la mission qu'on confie à la Constitution, je ne sais pas, je ne suis pas contre. Là, le chef de l'État, il a ouvert que tout le monde vienne, qu'on participe à la rédaction. Il n'y a pas de problème. On peut associer tout le monde, mais in fine... Oui. 10 secondes pour me permettre de... Oui. La question de l'objectif, elle est secondaire. Mais c'est pas secondaire. Non, c'est une question secondaire, c'est une question technique, juridique, mais il y a quelque chose avant le droit. Avant le droit, professeur, il y a la politique. Alors, professeur... Voilà. Alors, donc, je ne suis pas contre. Avant le droit, il y a la politique. Lorsque vous dites qu'il y a d'autres régimes politiques, peut-être je ne me suis pas fait comprendre. Je dis, il y a 2 régimes, 2 types de régimes démocratiques. Il y a des régimes, ça, on est dans l'analyse de sciences politiques. Il y a aussi des régimes non démocratiques. Si vous faites allusion au royaume, à la coutume, mais vous savez que ça crée aussi notre débat. Voilà, aussi, de tout ce qui se passe dans la tradition. Je ne dis, moi je suis ouvert. Si vous pouvez imaginer un type de régime spécifique à l'Afrique en fonction de nos traditions qu'on peut enseigner dans les facultés, je ne dirais pas non. Mais pour l'instant, on n'invente pas la roue. On n'invente pas la roue, c'est ce qui fonctionne. Vous voyez, moi j'étais là, sur tout ce que vous dites, copier, coller. J'étais là dans la salle, Cameroun, au moment de rédaction. J'ai élevé le ton pour dire on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour rédiger une constitution. On a fait venir le professeur Olo, je connais très bien, le professeur Aïvo. C'est un ami. On a raconté cette année. Voilà, j'étais là. Et puis j'ai dit est-ce qu'on a besoin d'aller ailleurs, etc. Surtout que moi, il l'a rappelé tout à l'heure. Moi j'ai un bouquin qui rassemble toutes les constitutions depuis, pas simplement depuis la 3e République, depuis 1789. 1789. J'ai toutes ces constitutions, je l'ai quand je suis rentré, j'ai toutes ces constitutions. Est-ce que sur la base de ce qu'on a, de ce
ce matériel, est-ce qu'on a besoin d'aller ailleurs pour inventer et rédiger une constitution? Avec ça, bon, on se mettra à plusieurs projets. Puis j'ai élevé le ton devant le Premier ministre, à l'époque, c'est le ministre Cameroun, pour dire non, on n'a pas besoin de faire ça ici entre nous. Si nous nous réunissons, il y a une faculté de sciences juridiques et politiques. Faites appel à ces juristes qui sont là. Ils peuvent réfléchir en fonction des compétences des uns et des autres. On accouchera une constitution. On n'a pas besoin de recourir ailleurs. C'est en cela que peut-être là, je vous donne raison. Oui. Mais sinon, on n'est pas fondamentalement en contradiction avec ce que vous dites. Voilà. Merci. Très bon enfant. Alors, le doyen, vous nous refermez cette édition. Beaucoup de choses ont été dites et j'imagine qu'elles ont été très belles. Mais moi, je suis très heureux d'avoir entendu tout ça. Et je suis très heureux que, vous savez, c'est une initiative qui a fait son chemin. Parce que avant, c'était pendant le dialogue républicain. Nous sommes dans la même commission et le présidium du dialogue a dit qu'il faut renvoyer le sujet aux organes compétents, notamment l'Assemblée nationale et le président de la République. Et l'Assemblée nationale, avant de prendre l'initiative, il y a eu des jeunes qui sont venus déposer une pétition à l'Assemblée nationale en ce sens. Un député s'est dégagé, il a pris l'initiative, Alexis Nuyabela, l'initiateur, moi-même et d'autres juristes. Nous sommes allés, je crois, à 100 km de Bangui. Nous avons réfléchi sur la chose. Nous avons accouché l'initiative de la loi constitutionnelle. C'est arrivé à Bangui, on a renvoyé au gouvernement. Le gouvernement a renvoyé à l'Assemblée nationale. Et pour dire que, étant donné la profondeur de changement qu'on veut dans cette constitution, il vaut mieux plutôt écrire une nouvelle constitution, parce que c'est la constitution de 2016 qui est fondamentalement nivelée, changée. Et l'esprit, et la philosophie, et l'ensemble des dispositions protégées. Donc il faut aller vers une nouvelle constitution. Et toute la population centrafricaine s'est levée pour dire nous voulons une nouvelle constitution. Parce que la population sait dans quelles conditions la constitution actuelle a été rédigée. Vous savez, la rédaction de cette constitution ressemble à l'élection de Mme Samba Panza à la tête de l'État centrafricain. C'est ce même ambassadeur, quand il a vu que la situation était devenue dure, ce même ambassadeur a quitté son ambassade et est venu au Parlement centrafricain pour dire si ce n'est pas celle-là qui est élue présidente de la République, eh bien la France suspend son aide et sa coopération avec la RCA. Il y avait une pression telle que Mme Samba Panza avait été élue. Et il y a eu une pression telle que la constitution actuelle a été élue. Mais personne ne pensait que c'est le président Touadéra qui devait être élu président de la République. Personne ne pensait à ça. Sauf nous autres qui savions que le président Touadéra, c'est celui-là qui payait régulièrement les salaires, en tant que Premier ministre, qui payait régulièrement les salaires, qui a réglé le problème de bourse à l'université de Bangui, qui payait régulièrement les salaires, les pensions, les bourses, et qui a payé les arriérés des salaires laissés par ses prédécesseurs. Et donc le peuple centrafricain, en signe de reconnaissance, l'a choisi pour être président de ce pays-là. Et je crois que nous, peuple centrafricain, y compris l'opposition, nous devons laisser la chance à notre pays de décoller, de quitter le trou dans lequel nous nous trouvons en ce moment-là. Quelqu'un a dit ici que la RCA est un pays très riche. Malheureusement, cette richesse-là ne se sent pas. Je suis d'accord avec lui. Moi, je peux dire qu'un pays est riche lorsque le peuple de ce pays-là bénéficie des retombées de ces richesses du sol et du sous-sol. Malheureusement, nous avons le diamant. Moi, je suis de Berbérati, là où on fait le diamant, mais nous nous contentons de creuser les trous et le diamant est emporté par d'autres personnes. Malheureusement, comme vous l'avez dit, très cher doyen Dimbélé, en tout cas, la question de la réécriture de la Constitution devient en ce moment un choix. Je veux dire deux choix.
Les Centrafricains ont le choix soit d'aller dans la poubelle de l'histoire ou d'y participer et d'être inscrits définitivement dans le panthéon de l'histoire. C'est que Doumbé, on va refermer. On va refermer. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Téléspectateurs non seulement du média national centrafricain, télévision et bien sûr radio. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr aussi les téléspectateurs de For You Média, la télévision panafricaine. À vous également, cher monsieur, professeur Yabela, doyen Dembélé, docteur Yamtimba, président Bandakani, bien sûr, patient Parfendom qui est avec nous sur ce plateau, sans oublier les techniciens pour ce magnifique travail en collaboration For You Média et bien sûr la télévision nationale centrafricaine. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous demain à 7h justement pour une autre édition spéciale.